Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sur ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook. Et alors, By Night tout court sur Ravelry. Ceci est mon 36e épisode de podcast et c'est un podcast essentiellement tricot, parfois couture et teinture, puisque mon métier est d'être teinturière de laine. Je teins de la laine de façon naturelle avec des plantes, des insectes et plein d'amour. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arriveraient ici par hasard. Bonjour à toutes les autres. Merci. Il y a eu une vague d'abonnés assez intense ces derniers temps, tant sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Donc je vous en remercie et je vous souhaite vraiment la bienvenue à toutes. Vous allez bien ? On est le vendredi 1er mars, ça y est, bam, on est en mars. Il y a déjà un 6e de l'année qui est terminé. Ça passe à toute allure, c'est affreux. Il fait super moche. Voilà, parce qu'on m'a reproché lors de l'épisode précédent que j'avais oublié de faire le petit point météo. Donc voilà le petit point météo tout de suite, maintenant. On vient donc d'avoir une vague de chaleur. Nous avons jusqu'à 20 degrés, alors ne riez pas là-bas dans le sud, mais en février en Belgique, normalement il fait 10. Et donc aujourd'hui, il fait normal, il fait 10. Il fait gris, il pleut, et donc c'est rare, c'est très rare que j'enregistre un épisode quand il pleut, puisque je crois qu'il ne pleut pas tant que ça. Mais alors du coup la lumière est un peu pourrie et tout est très sombre et je suis très blanche et mes cheveux sont pas du tout la bonne couleur. Mais j'ai vérifié en allumant les lumières, c'était pire. Et par rapport à tout ce que je veux vous montrer, je veux vous montrer mon travail de teinturière. Et donc ce qui est important, c'est que les couleurs des laines soient justes. Et en fait, quand il fait assez sombre, c'est les plus belles lumières qu'on a parce que c'est une lumière assez froide et assez neutre. Donc voilà, donc je vais pouvoir vous montrer beaucoup de choses. L'épisode précédent, je ne pouvais pas vous montrer grand-chose pour la simple raison que j'étais encore en train de travailler pour préparer plein de choses parce que dans 5 dodo, c'est l'aiguille en fait. 6 dodo, oui. Moi je vais m'installer mercredi, donc je considère que c'est 5 dodo. Mais donc je participe pour la première fois à l'aiguille en fait en tant qu'exposante. Et j'avoue que je ne suis même jamais allée en tant que visiteuse, donc c'est vraiment une grande première pour moi. C'est hallucinant. C'est le bazar. J'ai essayé, non, j'ai oublié de ranger un petit truc là. Là, il y a des montagnes. Ma salle à manger, il n'y a plus que des caisses. Alors je vais pas vous montrer toutes les laines que j'ai teintes, tout ce que j'ai préparé, pour la simple raison que tout est déjà bien rangé. En fait, je suis prête à partir. Il n'y a plus qu'à. Je m'étais dit que j'allais teindre jusqu'au dernier moment, mais c'est tout à fait ridicule pour la simple raison que ça doit sécher, je dois rebobiner, je dois étiqueter. Enfin, voilà, il y a encore. En général, quand la laine est teinte, il faut encore une semaine à peu près avant de pouvoir la prendre, la mettre en vente. Donc voilà, c'est pas. Et puis en plus, de toute manière, je n'ai absolument plus de laine à teindre. J'ai teint toute la laine que j'avais achetée. Voilà, je suis assez contente de tout ce que j'ai réussi à réaliser. C'est impressionnant. C'était très gai, c'était très motivant parce que j'ai essayé j'ai fait des choses que je n'avais pas encore faites, c'est-à-dire des associations plantes, laine que je n'avais pas encore faites, avec des très chouettes résultats. J'ai essayé encore à chaque fois aller un peu plus loin avec des mélanges, ou avec mes balades d'épuisement, de les réalimenter. Pour celles qui ne comprenaient pas tout à fait de quoi je parle, j'ai fait une vidéo, je vais essayer de penser à mettre le petit lien, une vidéo où j'explique tout le processus de la teinture naturelle et de sa particularité et sa lenteur. Donc voilà. Alors, j'ai pour cet épisode-ci donc plusieurs projets terminés, qui étaient déjà terminés à l'épisode précédent, mais que je ne voulais pas encore vous montrer. J'ai terminé ce matin un autre projet. C'est-à-dire que il est quoi, genre 10h du matin, et je me suis dépêchée, il me restait 2 rangs et les mailles à rabattre du gilet Soyokaz de Knit Live de Ririko, que je vous avais montré dans l'épisode précédent. Il est terminé, il est super beau, j'en suis super contente. Donc je vais vous le montrer, les fils sont pas rentrés, il est pas bloqué, mais voilà. Non, je me suis dépêchée de le terminer juste pour vous, j'ai de nouveau des problèmes de bretelles. Donc j'ai un autre gilet à vous montrer, j'ai un châle à vous montrer, j'ai surtout beaucoup de laine à vous montrer. Et si l'épisode n'est pas encore au-delà de 2 heures, je vous montrerai aussi quelques cousettes parce que la peinture est très physique. En fait, la partie
transport des casseroles et puis rinçage, lavage de la laine. Je me retrouve vite à porter 400-500 kilos sur les 6-7 heures de début de journée quand je commence mes journées de teinture. Et donc il y a toujours un moment où j'ai besoin de faire un truc où je suis un peu assise, un peu posée. Et donc ces derniers temps, j'ai repris le chemin de ma machine à coudre. Vous avez déjà vu quelques-unes de mes réalisations sur Instagram. Mais donc je vais vous montrer, voilà, si j'ai le temps, je vous montrerai un peu tout ça. J'ai la garde-robe d'été déjà en tête, voilà. Why not, hein, ça, il n'y a pas de raison. Donc on va commencer par les projets terminés. Qui sont... Et alors je vais mixer ça avec la teinture pour la simple raison que je vais vous montrer des nouvelles laines, des nouvelles bases de laine sur lesquelles je travaille depuis 5-6 mois. Et je suis complètement hystérique en fait. Toute la semaine, je dis, j'essayais d'avancer chaque jour mon travail pour me dire quand est-ce que je vais enregistrer ce podcast, quand est-ce que je vais pouvoir faire le big revelation. C'est maintenant. Alors, les projets terminés, alors, je me suis fait gronder par ma maman qui a regardé un petit bout de l'épisode précédent, parce qu'elle dit que je ne regarde jamais vers vous, vers toi, qui est en train de me regarder. Le problème, c'est que donc ma cellule photographique est là, que ça inverse, donc j'ai l'air de regarder par là. Mais en vrai, moi, j'ai l'impression que je vous regarde dans les yeux. Et j'ai essayé de regarder juste vers la cellule et je me rends... Enfin voilà, je contrôle moins les lumières, les machins, donc je vais continuer à ne pas vous regarder dans les yeux, mais c'est pas fait exprès, c'est une bête de téléphone, quoi. Un jour, quand je serai grande, je l'ai déjà dit, j'aurai un vrai appareil photo qui me permettra de faire des vidéos de meilleure qualité. Donc, on parlait tricot. Tricot, projet terminé. Je vais un petit peu faire durer le suspense. Je vais vous d'abord montrer celui qui est tout juste tombé de mes aiguilles il y a une demi-heure. C'est le gilet Soyokas que vous venez de voir en photo, qui est un patron de Ririko, c'est son prénom, c'est comme ça qu'on la retrouve sur Ravelry. Et alors sur Instagram, c'est End Knit Life. Je l'ai tricoté en laine de Little Grey Sheep. Voilà, ce qu'on voit bien, oui, ça a l'air presque net. Et c'est la qualité British Gotland 4-ply et le coloris est marmelade. Marmalade. La couleur, voilà. Un petit peu légèrement assorti ma couleur de cheveux. Hein, complètement. C'est tout ce qui me reste. J'avais acheté 4 écheveaux. Ce sont des écheveaux de 350 mètres pour 100 grammes. Lors des Breidagen auxquels j'avais participé à Zwolle, c'était le stand, je vous ai déjà raconté, c'était le stand qui était juste à côté de moi. Et ce sont donc les éleveurs qui sont dans le sud de l'Angleterre. Ils élèvent leurs propres moutons, font toute la tonte, j'allais dire la tonture, la tonte eux-mêmes. Il s'est filé chez John Arbonne, et c'est John Arbonne, hein, c'est pas John Arbonne, ouais, John Arbonne. Et après, c'est par Emma, une des personnes de la famille, elles font un travail incroyable. C'est des gens passionnés, passionnants, super gentils, super humbles. Enfin voilà, c'était un vrai bonheur d'être à côté d'eux à Zwolle, et je suis assez impatiente qu'on se revoie au fil de la Manche. Et donc, c'est donc 100% du Gotland Sheep. C'est un race de mouton avec des assez longs poils qui font ça ferait presque penser à du mohair. Je ne sais pas ce que vous allez voir, si vous voyez vraiment le côté fluffy. Ce sont des moutons qui ne sont pas blancs, et donc du coup, ça donne une profondeur assez passionnante à la laine. Alors, je vous montre... Non mais regardez-moi ça. Cette couleur est complètement dingue. J'avais longuement hésité, en fait, j'avais complètement flashé sur un bordeaux que je n'ai pas acheté tout de suite, et donc du coup, il n'y en avait plus, et après j'hésitais entre vert foncé et ce brun, roux, cassonade, caramel, spéculoos, tout ce que vous voulez. Donc finalement, c'est celui-ci que j'ai choisi. Alors voici mon gilet, je vais l'enfiler, à mon avis, vous le verrez mieux. Je n'ai pas eu assez de laine pour le faire complètement. Vous avez vu sur le patron, c'est un très très long gilet. Il y a 4 patrons de dentelle, et le dernier, j'en ai fait la moitié. Donc je crois qu'il me manquait une trentaine de rangs. Donc il m'aurait manqué un demi-écheveau, en fait. Donc il m'aurait manqué, avec des écheveaux de 400 mètres, j'aurais eu assez pour faire
pour faire le pull tel quel. Le patron, donc j'ai fait plein de modifs finalement. Le patron normalement se tricote avec un fil lace, dentelle, et un fil de mohair qui est aussi un fil lace. Donc ça nous donne un échantillon à peu près fingering. L'échantillon ici était un échantillon de 22 mailles avec des aiguilles 3,5, et c'est exactement ce que j'ai eu comme résultat avec avec cette laine-ci. Donc j'ai tricoté la taille L. J'ai plus en tête, c'est hallucinant, hein, je ne retiens rien moi, je ne retiens rien. Voilà, c'est un modèle un peu ample, prévu avec un peu d'aisance. Donc je vous montre plus en détail. On a une large bordure en côte brisée que je trouve encore plus belle à l'envers. On a un raglan, on a des manches le raglan tombe assez bas, il est bien, chez moi il est bien 7-8 cm sous l'aisselle. On a des manches assez larges. Alors personnellement, donc la créatrice est japonaise, donc les tailles sont pas, c'est par rapport à ma stature d'1,80 m, c'était pas tout à fait juste. Donc en fait, je crois que la manche normalement s'arrête à peu près ici. Donc moi je l'ai allongée et j'ai surtout accéléré les diminutions. Les diminutions étaient prévues tous les 11 rangs. J'en ai fait, je crois, tous les 8 rangs pour arriver à avoir un poignet plus serré que je préfère. Donc, vous voyez, et alors on fait, au bout de la manche, on fait les mêmes côtes brisées. Et alors un rabattage élastique. Mon rabattage a toujours tendance à faire un petit peu plouf. J'ai déjà eu des réflexions par rapport à ça sur des salons ou quoi. Je m'en fous. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de pouvoir passer ma manche sans réfléchir au fait que ça va peut-être craquer. Je crois que je suis traumatisée de mes tricots d'il y a 10 ans où je rabattais beaucoup trop serré. Et je l'ai ici. Je l'avais porté ce matin, mon ancien vitamine D. Ici, point, ça bouge pas du tout. Ça sert à rien d'avoir des côtes ou des points mousse pour rendre la manche un peu plus élastique. Bon, l'avantage du vitamine D, c'est que la manche est large, j'ai pas de souci, mais j'ai certains vêtements où c'est vraiment tout juste, et je sais absolument pas remonter mes manches. Donc je préfère avoir un rabattage de manches, un rabat de... Est-ce que ça se dit un rabattage? Un rabat de manches? Un rabattage de mailles un tout petit peu en chou-fleur, mais que j'ai vraiment pas de soucis. Et puis de toute manière, je vais un peu le corriger au moment du blocage. Voilà, 3 heures sur un poignet, deux poignets, j'ai 2 poignets. C'est dingue. Hein. Et alors, mais donc voilà, donc après on a le raglan et on sépare le devant et le dos. Et alors on entame des panneaux de motifs avec qui donne super bien, même s'il n'est pas bloqué, en évasant au fur et à mesure. Donc en fait, à chaque répétition du motif, on rajoute drastiquement des mailles, qui fait que ça forme des panneaux, et c'est plus large aussi dans le dos. Je vais essayer de faire un petit tour sur moi-même. Voilà. Mais donc vous voyez, il n'est pas bloqué, ça va s'aplatir et ça va être mieux mis en valeur. Alors, il est trop court de 10 cm, mais il me va déjà juste sous les fesses. Donc moi je suis très contente, il ne me faut pas plus. Je sens que je vais le mettre énormément, c'est chaud, c'est gai. Alors c'est une laine non superwash, le Gotland craint énormément le feutrage. Donc voilà, c'est très 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 poilu, mais ça sent vraiment, on sent vraiment encore... on sent le mouton qui a habité dans la laine, et moi j'aime vraiment vraiment beaucoup ça. Alors ça me pique pas, moi je vous l'ai déjà dit, je suis pas sensible. Je comparerais bien ça avec de l'alpaga. Je pense que l'alpaga qu'on connaît toutes le plus, mais justement c'est l'alpaga de Drops que j'ai ici. Ça ressemble vraiment très très fort à l'alpaga de Drops au niveau du toucher, sauf que c'est encore un petit peu plus velouté autour, encore un peu plus poilu, ou les poils un peu plus longs. Voilà. Et alors on termine par des rangs de côtes brisées, et puis on rabat les mailles sur l'endroit que je viens de faire. Donc il me reste ce fil là à rentrer, et le fil du haut. Ah oui, et la construction générale, en fait, c'est qu'on fait d'abord les 2 bandes. On fait d'abord une bande ici pour l'encolure. Donc on fait un montage provisoire, on fait 10-12 cm dans un sens, 10-12 cm dans l'autre, et puis on relève tous les mailles le long pour former ici. Et là on continue cette bordure qui est sur 29 mailles avec donc on a les côtes brisées, et alors on a un I-cord tout le long. Voilà, en gros, c'est un super patron, c'est bien écrit, c'est des patrons comme j'aime, il fait 4 pages.
Allez, il fait 5 pages parce qu'il y a 4 pages de diagrammes. Il y a 2 pages de diagrammes. C'est net, c'est précis, on sait exactement où on va. Les nombres de mailles est toujours renseigné, ce que je trouve assez pratique pour savoir si on n'a pas fait de bêtises. Alors en soi, le motif est pas très compliqué. C'est toujours la même chose, sauf que forcément il y a de plus en plus de mailles, donc il est de plus en plus long. Donc ça c'est la première, et puis il y a, enfin voilà. Donc, voilà. Et donc je suis super enchantée et de mon choix de laine et de mon et du patron. Enfin voilà, c'est le patron, j'avais flashé dessus dès sa sortie et je l'avais mis dans mes favoris. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, en général pour Noël, je fais une liste de patrons qui me plaisent, et alors c'est ma belle-sœur m'offre une clé USB avec tous les PDF. Bon, comme elle n'est pas elle du tout tricoteuse et qu'elle connaît pas Ravelry, elle ne sait pas qu'elle pourrait m'envoyer le lien ou me l'offrir directement via Ravelry, mais donc elle m'offre le PDF comme ça, et donc j'ai une super collection de patrons. Voilà, je suis enchantée, vraiment, il est parfait. Je suis super contente. C'est un patron que je recommande chaudement. Comme d'habitude, j'ai fait tout le raglan. Alors j'ai tricoté jusqu'au 2e écheveau et j'arrivais à peu près ici, donc mes écheveaux de 350 mètres. Puis j'ai fait mes 2 manches, et donc il me restait un gros 120 grammes de laine, et c'est avec ça que j'ai terminé le corps. Quand il me restait une trentaine de grammes, j'ai pesé combien de grammes j'utilisais pour faire un aller-retour, pour estimer à quel moment je m'arrêterais. Il y a un endroit où il est plus judicieux de s'arrêter dans la dentelle qu'à un autre, et donc je voulais quand même viser pour arriver à ce moment-là. Il me reste... J'aurais pu faire un aller-retour de plus, il me reste 5 grammes, quoi. Je suis très contente, vraiment. Super laine, super patron. Voilà, ça fait 10 minutes que je vous en vante les mérites. Enfin, c'est chaud, je suis super... Enfin, je voulais vraiment l'avoir fini avant la fin de l'hiver, j'aurais trop râlé, parce que je pense que c'est le genre de gilet qui est trop chaud pour la saison chaude, quoi. Enfin, voilà. Je vous remontre encore cette dentelle de folie, qui est très chouette. Et voilà. Mais je vais le bloquer aujourd'hui. Dès que j'ai fini d'enregistrer, il va faire plouf. Et je suis curieuse de voir l'ampleur ou pas qu'il va prendre quand la dentelle va... L'échantillon n'avait pas du tout bougé, donc je sais que la laine ne va pas prendre de l'ampleur comme l'alpaga peut le faire, ou comme le mérinos soie peuvent le faire. Mais donc, vous voyez toutes ces nuances. Mais là, c'est vraiment la bonne couleur. Mais j'ai vraiment envie de voir vraiment quand elle est bien plate. Quand je dis bloquer, moi je ne mets pas pour un pull, je crois que je l'ai déjà dit, je ne force rien du tout. Je fais tremper, j'essore, j'ai la chance d'avoir les soreuses pour ma teinture, j'essore, et donc le tissu est encore à peine humide, et alors là je roule dans une grande serviette, en aplatissant le mieux possible pour bien redresser, que les bordures soient bien droites, que le bas soit bien droit, que les manches soient le plus juste possible. Et puis je roule ma serviette et je fais sécher comme ça. Sur un radiateur, carrément, parce que je suis quelqu'un d'impatient. C'est pas très scientifique à mon avis, mais bon, on s'en fout hein, si ça fonctionne. Et alors mes vêtements gardent leur forme de toute manière. J'ai beau les porter, ils changent pas de forme, donc je me dis que c'est pas trop mal. Donc voilà, je pense pour un pull plus ajusté où il faut un peu tirer dessus, mais comme j'ai plutôt tendance à faire des vêtements un peu amples, ça ne pose pas de problème. Deuxième projet terminé, qui est en fait mon premier projet terminé, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé tout le long du mois de décembre. D'ailleurs, je pense que celles qui sont venues me voir sur des marchés artisanaux au courant du mois de décembre ont pu le voir en cours. Il s'agit d'un châle de Isabelle Kramer, et donc je vais vous insérer les photos maintenant. C'est le châle Kyler d'Isabelle Kramer. Le Child Killer de Isabelle Kramer. C'est un modèle qui est sorti il y a à peu près un an, je dirais mars l'année passée. Quand je l'ai vu sur Instagram, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur. Pareil, je l'ai directement mis dans mes favoris. Mais alors les photos, je trouve, ne lui rendent pas tout à fait justice. Bizarrement, d'habitude Isabelle Kramer a toujours des très chouettes photos. Et je trouve que là, pour le coup, elles rendent pas tout à fait justice au modèle. Elles sont un peu sombres, pixelisées. Mais j'aimais vraiment bien, et je trouve que c'est un châle qui appelle à une laine qui a une âme. Et donc voilà, j'avais pas spécialement ça, ni besoin de ça, enfin voilà, c'est plus un châle du coup qui est chaud et qui fonctionne mieux pour l'hiver ou pour les saisons plus froides. Et donc voilà, je le gardais dans un coin de ma tête. Et l'été dernier, j'ai commencé à chercher, donc voilà, vous connaissez, pour celles qui ne connaissent pas mes produits, je propose
6 sortes de laine différentes actuellement. La majorité contient du mérinos, superwash, et il y en a une qui est du Blueface Leicester, non superwash, et alors j'ai le mohair soie. Et j'ai envie d'explorer plus de races de moutons, de mieux connaître les choses, et donc je cherchais. Alors je voulais aussi teindre de l'alpaga, j'ai testé plusieurs sortes d'alpaga, je trouve que l'alpaga ne prend pas... Ouh, excusez-moi, j'ai oublié de couper le son de mon ordinateur. L'alpaga ne prend pas spécialement assez la profondeur des couleurs. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé tout à fait mon bonheur. J'avais essayé une autre sorte de mouton aussi, mais je vous en reparlerai à une autre occasion. Donc voilà. Et puis je suis tombée sur une toute petite filature qui propose des fils vraiment rustiques. Enfin, alors, j'aime pas ce mot rustique en fait. Parce que le mérinos peut être rustique si on veut, c'est-à-dire qu'il a subi tellement de traitements pour devenir une race tellement productive, et qu'en plus la laine superwash a subi tellement de un fil le plus naturel possible et le plus proche possible de ce qui vient du mouton. Voilà, en gros. Et donc cette filature-là propose exclusivement ça, et qui sont en plus des laines qui sont couleur du mouton, donc qui ne sont pas blanches, et c'est quelque chose en tant que teinturière qui est vraiment passionnant à faire, parce que du coup les teintures ont une autre profondeur. On obtient une autre surprise en voyant en y ajoutant de la couleur. À mon avis, enfin, en tout cas en naturel, c'est clairement comme ça, et j'imagine qu'avec les acides d'ice, c'est la même chose. Et donc j'ai jeté mon dévolu, donc je leur ai demandé plusieurs échantillons, et j'ai fait des essais, et alors j'ai jeté mon dévolu sur deux de leurs variétés de laine, qui sont des laines fingering. Il y en a une qui fait 400 mètres pour 100 grammes, l'autre fait 350 mètres pour 100 grammes, et qui ne sont pas blanches. Alors je vais vous montrer la première, au naturel. Voilà, elle est magnifique, elle sent bon. Et je l'ai appelée Orion. Donc voilà, bienvenue Orion dans la famille de By Night. C'est une laine qui est composée de 75% de Blueface Leicester, de BFL, et 25% de Brown Masham. Alors, elle est légèrement, et ça ne va pas, elle est gris tirant un peu sur le marron, mais c'est très 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 subtil. Et je n'ai pas pensé prendre une feuille blanche. Excusez-moi, j'ai ma farde de comptabilité juste à côté. C'est bien, il y a des papiers dedans. Voilà, et si je me cache, à mon avis, il va peut-être même faire la mise au point. Voilà, c'est un peu moins verdâtre que ça, mais voilà. Là, c'est la bonne couleur, exactement la bonne couleur, mais vous l'avez un peu flou. C'est légèrement fluffy. Voilà. Et alors, c'est moelleux. Ça donne envie de vraiment de pogner de malaxer les chevaux. C'est légèrement fluffy aussi. Ouais. Voilà, il y a une espèce de petit duvet, un petit halo autour, moins que le Gotland, mais donc voilà. Et enfin voilà, je suis vraiment 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 fan. Et je vais vous montrer. Donc voilà, et pour avant, je voulais d'abord faire des essais de couleurs, mais aussi faire des essais de vêtements ou de châles ou quoi, pour voir aussi comment la laine se tricote, quel échantillon elle propose, et comment elle se comporte au blocage, au lavage et au portage surtout. Et donc voilà, je la trouvais complètement parfaite pour le châle killer. Ça me faisait vraiment ce lien de laine qui a une âme, je trouve, comme le châle killer, enfin comme le modèle original du châle killer. Et donc j'ai les fait moi dans un écheveau que j'ai teint au curcuma, mais dans un bain d'épuisement. J'ai choisi pour la variété Orion, donc pour la Blueface Leicester Masham, Brown Masham, de teindre uniquement dans des bains d'épuisement pour mettre en valeur le côté grisé, non teint, tuidé naturellement du fil. Et donc ça me donne des nuances très douces, des variations de pastel finalement, mais qui ont une profondeur incroyable parce que la laine n'est pas unie à la base, quoi. Et alors ça donne une très jolie, je trouve une très jolie luminosité aussi à la laine, d'être teinte, enfin voilà, de ne pas être blanche à la base. Donc voilà la laine que j'ai utilisée. Il me reste aussi, donc le killer se tricote de mémoire en 3,5. Attendez, parce que j'ai la page Ravelry ouverte juste sous mon nez. Ça va être le plus simple parce que comme je l'ai tricoté il y a 2 mois, non, il se tricote en 4 mm avec une laine fingering. Donc c'est ça, elle avait utilisé de la Garde Nord Native Shetland.
J'adore parce que j'ai passé l'hiver dans ce châle et alors je dis, ah oui, non, je veux un truc tricot, je veux pas le montrer parce que sinon je vais devoir montrer ma laine, enfin, voilà, et j'ai pas encore envie, enfin voilà. Donc, c'est un énorme châle triangulaire, vous savez combien j'aime les châles géants, avec un immense panneau de dentelle hyper simple. En fait, ça a été mon projet, j'ai zéro cerveau que j'ai emmené partout sur les marchés tout au long du mois de décembre. On commence par la pointe, on a une petite bordure de quelques mailles de chaque côté, des augmentations d'un côté, et donc on vient former cet immense triangle. Si je vous le montrais à l'endroit. Voilà, on a un immense triangle. Je vais reculer. Et alors, à un moment, on s'arrête, on arrête la dentelle sur une largeur sur une certaine largeur et on fait le reste en jersey endroit. De mon souvenir, tous les rangs en verre sont 100% à l'envers, mais la dentelle est vraiment, vraiment très très simple, mais je trouve qu'elle donne très très bien. Voilà, et donc après on a la partie panneau jersey, panneau dentelle, et ensuite on fait des parties de côte, une nouvelle section jersey dentelle dans le prolongement des précédentes, et on termine de nouveau sur des côtes. Voilà la bête. Il est vraiment immense, il fait plus d'1 mètre de haut et il fait 2,50 m de large. Et il est vraiment très très chouette. Le drapé du tissu, en fait j'ai été convaincue tout de suite. J'ai commencé moins dans la dentelle, parce que la dentelle forcément donne un aspect plus rigidifié entre guillemets, en façon de parler. Mais alors quand je suis arrivée dans le jersey, le drapé que ça donne. Alors, c'est pas doux comme du mérino forcément, sûrement pas comme du yak. À quoi comparer ça Je dirais de la Holzgarn qu'on a lavé 20 fois, qui est vraiment souple, moelleuse, sauf que c'est... Voilà, oui, c'est ça. C'est difficile, hein, j'essaie de comparer avec des choses que vous pourriez connaître. C'est pas... Voilà. Je vais vous le mettre autour du cou. Alors, il n'est pas évident à porter, dans le sens où il est vraiment très très long. Mais il est très très chaud justement, donc vous avez vu, j'ai roulé un peu, et alors on a la pointe qui est un peu décentrée, et on voit les deux sections, section dentelle. Ce que je fais parfois, c'est faire un nœud ici. J'aime bien faire des nœuds dans mes châles. Donc voilà, je le trouve vraiment canon. Alors je pense que pour les personnes qui aiment bien enrouler les châles comme un gros snood, le modèle ne conviendrait pas. Mais c'est un super modèle de châle pour débutants, parce que on a des augmentations simples qui sont faites directement dans la maille de lisière, si je me souviens bien. Et alors on a cette dentelle extrêmement simple, et puis des côtes. Donc top, top, top. J'en suis folle, je suis vraiment dingue. C'est mon nouveau châle absolument préféré. Et, ça y est, je peux vous le montrer, quoi. Voilà. Bon, a priori, je le mets plutôt dans l'autre sens pour que la dentelle soit au-dessus, mais c'était un peu pour vous montrer globalement. J'aime beaucoup cette couleur. Et en fait, je le porte même, oui, comme ça, ou alors un peu décentré, voilà, avec la pointe sur mon coude. Je trouve un peu comme un poncho, comme une cape que je viendrais mettre par-dessus ma tenue, à la place d'un gilet. Mais vous voyez, c'est un super drapé. Personnellement, je trouve, de mon point de vue, c'est vraiment... Je suis très contente de cette laine, et je suis impatiente que vous puissiez la papouiller. Alors forcément, vous vous en doutez, je vous en parle maintenant parce que ça y est, j'ai teint assez de gamme de couleurs à mon goût, que pour pouvoir vous la proposer et vous proposer un choix intéressant. Et donc elle sera disponible sur mon stand à l'Aiguille en Fête. Donc j'ai le stand J019. Je suis à 3 stands de By Simone, et pas très loin des autres teinturières, la Namouré et la Féfile. Donc voilà, si vous voulez venir me voir et papouiller et la voir en vrai et mettre votre nez dedans pour sentir la laine. Alors c'est impressionnant la quantité d'huile de filage qu'il y a dedans. Je dois la laver 3 fois avant de pouvoir la teindre, parce que l'eau est vraiment vraiment grasse. Mais bon, voilà, c'est un détail, mais c'est un vrai bonheur tant à tricoter qu'à teindre et à avoir. J'ai l'impression d'avoir retrouvé, en fait, comment expliquer, quand j'ai commencé à travailler comme teinturière, j'ai travaillé avec des laines françaises et belges très rustiques, qui ont vraiment une âme, et je les ai toujours. Elles sont disponibles sur mon site si vous voulez voir. Elles s'appellent Bayot Duo, elles s'appellent Rustique, elles s'appellent 100% Voile. Euh,
je n'arrive pas à la vendre pour la simple raison que quand on la touche, c'est de la ficelle, c'est pas agréable. La 100% voile est agréable, mais les autres ne sont vraiment pas agréables. Et donc après, je me suis tournée vers, entre guillemets, ce que tout le monde propose, le mérinos et nylon. Alors j'ai été chercher ma base Milky Way, qui est la base tweedée, voilà. La Twinkle, que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle n'est pas blanche à la base. Vous le savez combien j'aime la Twinkle. Et alors la Blueface Leicester. Mais ça me manquait vraiment et je voulais vraiment trouver un produit original que je n'ai pas encore vu chez d'autres teinturières. J'en ai parlé dans l'épisode précédent la base Yak, Mérinos, Yak et Soie, sur lequel j'ai travaillé il y a 2 ans. J'ai pas eu le même plaisir parce que justement, en fait, c'est de nouveau du Mérinos. Donc j'ai eu du mal à la vendre, bizarrement, parce qu'il y a 2 ans, personne n'en voulait. Et c'était très agréable à travailler, justement, parce que c'est un fil qui est foncé, presque brun. Mais j'ai eu du mal c'est de nouveau du mérinos. Alors, c'est de nouveau mérinos et soie. Donc, c'est de nouveau le genre de laine que quand on va la bloquer, ça va prendre 3 tailles. Enfin, ça prend de la... Tandis que ça, c'est de la vraie laine qui bouge pas. Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer. Je peux pas avoir... Le yak est aussi de la vraie laine. Je ne veux pas du tout critiquer. Le mérinos aussi est de la vraie laine. Mais je sais pas comment... C'est très difficile à expliquer, de faire passer ce que je veux faire passer. Vraiment retrouver l'âme du mouton. Voilà, mais donc maintenant, je ne retire plus mon châle. J'en suis mais complètement dingue. Et donc, c'est le modèle Killer d'Isabelle Kramer, que je vous conseille vraiment si vous aimez les grands châles, très grands châles triangulaires dont la pointe est très haute. Très agréable à tricoter. Bon, il faut 3 écheveaux, donc c'est autant que tricoter un pull finalement. Hein. Donc là, il me reste, je crois, 15 grammes maximum. Donc voilà. Je vais donc enchaîner, je vais mélanger et je vais directement vous montrer certaines des couleurs que je vais vous proposer à l'aiguille en fait. Et donc, comme je vous disais, j'ai travaillé sur des couleurs douces, des couleurs de bain d'épuisement, juste pour mettre en valeur la laine. Alors, vous reconnaissez, ça c'est le curcuma. Donc ça c'est le même bain que mon pull. Mon pull qui est un châle. C'est un pull en forme de châle. Mais comme il se met sur les épaules, on peut l'appeler pull parfois. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. J'ai fait un truc con hier, j'ai paniqué complètement. Petit aparté de vie personnelle. J'ai passé ma journée à déménager ma maison. Hier, on a reçu le plan du stand pour l'aiguille en fait mardi fin de journée. Et là, je vois que je ne suis pas entre 2 stands. Donc normalement, j'ai un stand de 3 mètres par 2 avec des parois de chaque côté, une paroi derrière. Et je vois sur l'implantation du stand que je suis en bout d'une allée. À mon avis, ils m'ont pas mis une paroi à cet endroit-là. Il va me manquer une paroi. Et donc, je dois repenser complètement à l'aménagement de mon espace, puisque du coup, il y a des gens qui viendront tout autour du stand. Et je me suis dit, c'est pas grave, pas de panique, j'ai quand même l'habitude. Heureusement, ça fait 10 ans que je fais des marchés et il y a beaucoup de marchés artisanaux. On arrive, c'est une salle et hop, t'as une cheminée, t'as une colonne, et tu t'adaptes et tu mets tes tables. Mais bon, là, je me dis, le fait de pouvoir préparer et puis d'avoir vraiment beaucoup de choses à vous montrer, je me suis dit, je vais faire une répétition. Ne vous moquez pas de moi. Donc j'ai bougé les tables de ma salle à manger. J'ai la chance d'avoir une très très grande salle à manger, de pouvoir en plus de mettre les tables existantes, prévoir un espace qui fait 3 mètres par 2. Et donc j'ai mis mes tables, j'ai mis toutes mes caisses de laine, j'ai tout aménagé, tout bougé. Puis j'ai tout rangé. Après j'ai tout bougé 3 fois parce que j'ai fait des essais. Ah ben non, là en fait on sait plus sortir du stand, ça marche pas. Il faut quand même qu'on garde un passage. Enfin bon bref, c'est une logistique. Hein. Surtout pour quelqu'un d'éparpillé comme moi. Donc j'ai passé à peu près 3 heures à déplacer des meubles, des caisses, des tables, enfin voilà. Tout était bon. Mon mari rentre, on papote un peu, je lui montre ce que j'ai fait. Il dit « très bien, voilà, tout va bien ». J'ai merde, j'ai oublié d'aller chercher le courrier. Je vais chercher le courrier et on a une grande dalle de pierre bleue à l'entrée de la maison. Et j'avais des vieilles Birkenstock toutes pourries avec une semelle bien lisse. Il s'était mis à pleuvoir et j'ai glissé. J'ai explosé ma cheville contre la marche de l'entrée de la maison et je me suis retrouvée avec une balle de tennis à la place de la malléole intérieure de la cheville. J'étais en
tremblement. Je veux pas d'entorse, pas maintenant, je veux pas une entorse. Je l'ai échappé belle, en fait, j'ai pas tordu ma cheville, parce qu'en plus je suis tombée, enfin voilà, la totale, hein, j'ai vraiment bien fait ça. Hein. Et, euh, et donc, bah, ça va, j'ai pris de l'arnica, j'ai mis de l'arnica, j'ai mis une poche de glace, et ça va, c'est encore très bleu, je peux poser mon pied par terre et tout va bien. Mais j'ai eu peur. Enfin bon, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, par rapport au fait... Enfin bref, voilà. Donc je vais vous montrer mes couleurs. Parce que donc après, j'ai tout rangé. Et puis j'ai pas réfléchi au fait qu'il fallait que je ressorte des laines pour vous les montrer. Donc je viens aussi, avant de commencer à enregistrer, à rebouger toutes les caisses qui sont empilées par sorte. Alors, donc, on a du curcuma. Je n'ai pas tout pris, comme ça vous aurez encore des petites surprises quand vous les verrez en vrai. J'ai fait en garance. Ce qui est fabuleux, voilà, ici vous avez mais exactement les bonnes couleurs, en tout cas sur mon écran de téléphone. La cochenille en bain d'épuisement. Je crois que c'est... Mais je suis pas rose pâle, parce que je trouve que ça fait vite layette, mais là du coup on n'est plus du tout dans le layette, quoi. C'est... Je suis complètement dingue. Et alors je vous ai pris aussi le Campèche en bain d'épuisement. Alors, il est un peu plus foncé proportionnellement que les autres, et pourtant, je vous jure que c'est un bain très dilué. Mais, donc voilà, c'est... Et alors, j'ai aussi refait un bain de coquelicot, voilà, pour proposer un verre un peu différent. Voilà, a priori, la gamme, il y a 2-3 autres couleurs, voilà. C'est pas beau, ça? Ça vous donne pas envie de faire plein de jolis gilets, des châles je peux vous montrer, j'ai en cours un test knit, donc je ne vous montrerai pas plus, mais voilà, comme je disais, j'ai complètement flashé sur le rose pâle, et donc il est déjà sous forme de manche sur mes aiguilles, si vous voulez voir le drapé que ça donne, et alors le tissu, enfin je vous montre pas plus, ça sera une surprise pour un prochain épisode, et voilà, et enfin, voilà, en fait le fait de l'avoir en châle tout le temps, sur tout l'hiver, depuis 2 mois, en fait ça je l'ai fini je crois juste avant Noël, ou juste après Noël. Voilà, donc j'ai vraiment eu envie de l'avoir en gilet aussi, donc vous voyez ce que donne le tissu tricoté. Donc j'ai pas fait d'échantillons et tricoté chacune des couleurs, mais le fait déjà d'en avoir fait 2 me donne une très bonne idée de ce que ça donne, et I'm happy. Donc voilà. Je la proposerai également au naturel, parce que je trouve qu'elle est très belle au naturel. Donc voici Orion. Alors, vous savez que mes noms de laine tournent forcément autour des étoiles de la nuit. Donc il y a Twinkle, ça veut dire scintiller. Milky Way, c'est la Voie lactée. Supernova, c'est une supernova. et Full Moon pour la Blueface Leicester. Et donc j'ai choisi Orion pour le nom de cette laine, parce que c'est une étoile qui me parle beaucoup, voilà, et qui est très présente, qui est très lumineuse. Et aussi en recherchant un peu dans les idées, parce que j'avais plusieurs idées de trucs, c'est une des premières étoiles qui a fait partie de la mythologie, des observations par l'être humain, c'est-à-dire qu'on en retrouve des références sur la constellation d'Orion. C'est pas une étoile, c'est une constellation. La constellation Orion est déjà référencée chez les Égyptiens, et enfin voilà, elle a toujours fait partie de l'historique de l'imaginaire humain. Et alors, dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu que les Sumériens, ils voyaient dans la constellation, ils voyaient une forme de mouton. Et donc je me suis dit, ah oui, ok, voilà, mon choix est déterminé. Elle s'appellera Orion. Donc Orion, je vous montre encore une fois. Je m'excuse, je vous saoule, hein. Vous en avez marre, hein. C'est pas grave, avancez un peu, on va parler d'autre chose. À peu près avec autant de passion. Orion, c'est 75%, 75%, il faut que je m'exerce, hein, c'est dans 5 jours, 75% Blueface Leicester et 25% Brown Masham, 400 mètres pour 100 grammes. On passe au suivant, parce que ça aussi c'est une nouveauté by night. Ça va,
Vous n'en avez pas marre. C'est très difficile à gérer en tant que podcasteuse et professionnelle de la laine de ne pas faire un truc trop commerçant. Et en même temps, je me dis que le podcast est une tellement belle porte pour vous montrer. Donc j'essaye au maximum de ne pas vous saouler avec mes teintures, mes machins, mes nouveautés. En général, je casse ça à la fin. Mais là, pour moi, c'est une grosse nouveauté, deux grosses nouveautés. Et donc voilà. Et forcément, c'est lié au projet terminé. Donc voilà, si ça ne vous plaît pas, j'en suis vraiment désolée, mais je ne sais pas très bien comment présenter les choses différemment. Et c'est quelque chose que ça fait des semaines que j'attends de pouvoir le partager avec vous. Donc voilà, j'espère que je vous embêterai pas encore trop embêté et que je vais pas trop continuer avec mon troisième projet terminé qui est également terminé depuis plus d'un mois puisque j'ai commencé le Soyokaz après avoir fini celui-ci. Alors vous l'avez vu, c'est le patron, c'est aussi un patron de And Neat Life de Ririko, c'est le Evening Dew, qui est sorti en novembre je crois, et alors c'est impressionnant comme vous me connaissez bien, parce que je crois que le jour de la publication sur Instagram, il y a 6 personnes qui m'ont envoyé en story « Nat, tu devrais aimer ». Sans blague. Ce que vous ne saviez pas, c'est que je l'avais déjà acheté. Je l'ai vu sur Instagram, j'ai fait pouf, 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 acheter. C'est directement, il me le fallait à tout prix. J'ai pas regardé ce qu'il fallait comme laine, j'ai rien regardé, je le voulais. C'est un coup de cœur complet, ce patron. C'est un patron, de nouveau, qui se tricote normalement. C'est comme ça qu'elle le présente. C'est exactement la même chose, un fil lace et un fil de lace mohair avec des aiguilles 3,5 et un échantillon de 22 mailles. Et ça correspondait exactement à l'échantillon que j'avais fait d'une des laines que j'étais en train de teindre, qui est ma nouvelle base Sirius. Alors, on voit pas vraiment de différence. Alors, Sirius, c'est 75% de BFL à nouveau et 25% de Gotland, donc le fameux même mouton que dans mon... Alors c'est assez rigolo parce que j'étais déjà en train, je les avais déjà à la maison, j'avais déjà commencé à faire des essais de peinture sur Orion, Sirius et d'autres que je n'ai pas gardé, que je tiens en mémoire peut-être, mais on va commencer par 2 à la fois, surtout que c'est celle-ci qui avait le plus de puissance à mes yeux. Donc j'avais déjà commencé à travailler dessus avant d'aller à Zwolle en novembre, et donc avant de rencontrer, c'était en octobre, en novembre, avant de rencontrer The Little Grey Sheep, et donc je trouvais ça vraiment magique de voir, et en même temps mon fil qui m'attendait à la maison et qui attendait mes essais, mes projets, et d'avoir le 100% Gotland de The Little Grey Sheep. Voilà. Donc comme vous l'avez vu ici, c'est fluffy, donc la différence entre... Donc ça, je vous remontre Orion. Voici Sirius. Alors, on voit pas vraiment la différence et ça m'ennuie un peu. Celle-ci est un peu plus brunâtre, celle-ci est un peu plus grisâtre. Elle est plus fluffy, elle est tout aussi moelleuse. Elle fait 350 mètres pour 100 grammes, donc c'est un fingering un peu plus épais. Et bizarrement, le fil est plus fin. Je ne sais pas comment expliquer, mais justement, son côté fluffy lui donne plus de volume. En fait, ça c'est bien simple. Quand l'échantillon est arrivé, je me suis directement dit c'est ma chouchoute et j'ai hésité à garder les deux et en même temps elles ont pas le même. Enfin voilà, c'est pas le même échantillon, c'est pas le même. Celle-ci tombe vraiment sur un échantillon de 24 mailles, celle-ci plus sur. Donc a priori, il faudrait tricoter une taille en dessous de ce qu'on tricote d'habitude si on veut le faire sur du ou tricoter plus avec un numéro d'aiguille en dessous. Alors, Sirius, contrairement à Orion, donc en fait j'avais mes 2 bases qui ne sont pas blanches, dont je rêvais, donc voilà, et l'éternelle indécise, elle n'a pas su choisir entre les deux, et donc du coup elle a choisi les deux, et donc Orion, vous l'avez vu, j'ai travaillé sur des couleurs douces, des bains d'épuisement, et Sirius, j'ai décidé de la travailler sur des premiers bains, sur des bains puissance complète. Et le premier essai que j'ai fait, vous savez quelle est ma plante préférée en teinture, c'est la garance. Et donc, j'ai fait un bain de garance et j'ai dit, ok, il y a 4 échevaux pour ma pomme. Et puis il est sorti le patron du Evening Dew. Et enfin voilà, ils étaient faits pour se rencontrer. Alors je vous parle du pull, je vous parle de la laine, je fais ça dans quel ordre? Je vais vous parler du gilet. Donc c'est un gilet très 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 ample et très très court. Voilà. Je l'ai fait à ma taille, c'est-à-dire la taille L. Si je devais le refaire, je le ferais une taille en dessous pour qu'il soit un peu moins large et que je puisse le faire quelques centimètres plus long.
Mais ça, c'est juste mon complexe gros popotin, c'est-à-dire qu'il ne cache pas mes fesses et que ça m'ennuie. Mais en gros, vous voyez, une de mes tenues préférées de ces derniers temps, c'est slim noir, chemisier noir, mes nouvelles boucles d'oreilles que j'adore, que j'ai reçues à Noël de mon amoureux, qui sont faites par Atelier Coco, qui sont deux sœurs euh, que j'ai rencontrées sur plusieurs marchés artisanaux, qui ont commencé il y a 1 an à peu près, et qui font des bijoux en argent, or et or rose, avec des pierres semi-précieuses. Et alors dans ce cas-ci, c'est du corail. Je ne sais plus quelle partie du corail m'ont expliqué, qui est un corail éteint, qui n'est pas bon pour l'écologie aquatique, et donc du coup qui est élevé, et qu'elle récupère et qu'elle polie de manière à les... Enfin voilà, j'en suis complètement dingue, je le mets tout le temps, ces boucles d'oreilles, c'est mes nouvelles chouchoutes. Je mets encore mes plumes, hein, ne vous inquiétez pas. On parlait de quoi? Ah oui, on parlait de mon gilet. Donc le gilet. Alors, je l'ai terminé il y a 1 mois et demi, je ne me souviens plus comment il se construit. On fait un montage provisoire de là jusque là-bas tout au bout. Est-ce qu'on commence par le dos, par les épaules? J'en sais plus. On fait des rangs raccourcis pour former un peu l'épaule en jersey. Et puis on fait le panneau jusqu'à l'arrière, jusqu'à la fin de l'emmanchure, en faisant ce point qu'on commence tout de suite, qui est un point canon, qui fait des espèces de petits sapins, de petites pommes de pin. Voilà, qui est très très simple, qui est juste un espèce de jeu de torsade sur 3 mailles, puis sur 2 mailles, puis sur 4 mailles, puis sur 3 mailles, puis sur 2 mailles. La seule torsade que je faisais avec une aiguille à torsade était celle du rang le plus large, en fait, le rang du haut, et les autres je les faisais juste en tricotant par devant ou par derrière les mailles suivantes ou précédentes. Donc voilà, on fait donc le dos, et puis on relève le montage provisoire. Alors, montage provisoire, je n'en utilise plus que un. Quel que soit le montage provisoire conseillé ou préconisé par les patrons, je fais le montage provisoire qui est à la fin du gilet Regan, préconisé par Isabelle Kramer. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais à la fin du patron du Isabelle Kramer, du Regan, il y a un petit tuto en photo, et c'est juste, on a 2 aiguilles, on tourne le fil autour, tout simplement, et puis on retire, on allonge le câble, on retire l'aiguille à ne pas tricoter, on retourne et on attaque directement le tricot de l'aiguille du haut. Et alors, ce que ça fait juste, c'est que les mailles... donc on avance sur le tricot, et puis quand on vient reprendre ça, on a déjà les mailles sur les aiguilles. Si on a bien serré, normalement, il n'y a pas de jeu entre les deux. On ne voit absolument pas la ligne de... Enfin, vous voyez, ici, j'ai pas assez serré par endroit, mais globalement, on voit absolument pas mon montage. Ça a vraiment l'air d'être dans la continuité l'un de l'autre. Celle qui a juste, c'est qu'il faut détwister les mailles. C'est-à-dire qu'elles sont le brin avant et derrière quand on reprend la deuxième partie. Et j'ai d'ailleurs oublié de le faire, parce que comme on était dans un motif, ça m'est complètement sorti de la tête. Ici, pour mon montage provisoire, ça se voit un peu à l'œil nu. Ben voilà. En fait, mes mailles endroits sont twistées. Donc on devine. Après, c'est dans mon cou, c'est pas très grave et personne ne le sait. Donc non, n'appelez de nouveau pas la police du tricot. Là, elle fait n'importe quoi. C'est un scandale. Donc voilà. Alors oui, j'aurais pu défaire, hein, parce que je m'en suis rendu compte au bout d'1 an et demi, et j'ai dit non, j'ai pas défait. Voilà, c'est parce que ce n'est pas grave. Et donc voilà, mais donc le montage provisoire que je fais, c'est celui-là et uniquement celui-là. Je ne sais pas s'il a un nom. Je sais que je vous avais déjà parlé du petit bouquin avec tous des cast-on et des bind-off, qui est un bouquin anglais avec toutes des petites photos, des petits tutos en photo. Il n'est pas dedans, de mémoire. Donc, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Enfin voilà, c'est super comme information, mais en gros, je vous ai expliqué comment c'est, et essayez. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment très très chouette, c'est vraiment très pratique. Donc voilà. Après, on reprend les devants. On s'arrête là, on rejoint. Alors, et oui, c'est ça. Et vous voyez, on rejoint les deux et on commence à tricoter en aller-retour sur les deux. Pareil, la bordure est intégrée avec une bordure en I-cord. Non, la bordure n'est pas intégrée. Excusez-moi, la bordure n'est pas intégrée. Donc on fait juste une maille lisière, et puis on fait le panneau, le motif. Et alors, on fait quelques diminutions sur les côtés, et puis on continue tout droit. Et on termine par 5 cm de côte. Ensuite, quand on a fait tout ça, on vient relever les mailles. Donc on coupe pas le fil, on vient relever les mailles, et là on fait une bordure en I-cord sur 3 mailles tout autour.
ce qui est logique puisque ça vient maintenir l'encolure pour pas qu'elle soit trop évasée. Et alors les manches, on relève les mailles le long de l'emmanchure et on fait des diminutions au fur et à mesure. Comme d'habitude, je me suis arrêtée à la fin du deuxième écheveau, j'ai fait mes 2 manches et j'ai terminé mon gilet avec la laine qui me restait. Pareil, en mesurant, genre quand il me restait un tiers d'écheveau, j'ai pesé, j'ai regardé combien de laine j'utilisais pour faire l'aller-retour, et donc j'ai estimé le nombre de rangs que ça me permettait encore de faire pour être sûr de terminer sur un motif complet de dentelle. Et puis j'ai fait mes côtes et il me reste 3 grammes. Je n'aurais même pas eu de quoi faire encore un aller-retour des 4 écheveaux que j'ai utilisés, qui sont donc des écheveaux de 350 mètres. Mais vous le voyez, il est vraiment très très large. Sérieusement, voilà, à refaire, je le ferai peut-être 5 cm moins large et du coup 5 cm plus long. Mais j'adore. Alors, le Gotland est une laine fluffy, qui craint énormément le feutrage, donc je dois vraiment faire attention quand je l'atteins, et qui a tendance à faire... c'est pas des bouloches, c'est comme le mohair. Je ne l'ai pas rasé exprès pour vous montrer. Donc ce pull, je le porte au moins 2 fois par semaine depuis un mois. De temps en temps, c'est juste les boulettes de... Moi, j'ai la même chose avec les pulls en mohair. Tous les pulls en mohair, au début, le mohair fait des petits accroches au niveau des endroits de passage. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a surtout sur l'intérieur de ma manche. Et alors moi, j'en ai toujours au niveau de la poitrine, puisque comme elle est débordante et qu'elle est large, je frotte dans tout, et que je bouge beaucoup les bras, elle frotte. Donc voilà. Mais j'en suis enchantée. Le tissu, pareil, un drapé. Est-ce que c'est comparable si on prend un fil mohair avec un fil lace? À mon avis, oui, ça donne ce tissu-là, mais en ayant beaucoup plus de tenue et en étant beaucoup plus chaud. C'est-à-dire que Mérinos, c'est pas une laine chaude du tout. Enfin, c'est une laine qui se met à la température du corps, point barre, qui va couper, ça isole, c'est de la laine, mais ça ne donne pas chaud, tandis qu'ici, là j'ai chaud. J'ai vraiment, vraiment bien chaud. Donc voilà, donc le Evening Dew de Ririko. Alors, les 3 patrons, non, les patrons de Ririko est japonaise, donc ces patrons existent en japonais et en anglais. Après, ils sont assez simples, et puis il y a les petits dessins surtout. Donc, pour celles qui ne tricotent pas en anglais, give it a try. Essayez, enfin lancez-vous. En vrai, une fois qu'on a commencé à tricoter en anglais, eh ben on revient. Personnellement, c'est un truc complètement fou. C'est si le patron existe en français et en anglais, je vais aller vers l'anglais. C'est le cas par exemple avec les patrons d'Isabelle Kramer ou avec les patrons de Nadia Crétin-Lechaine qui sortent systématiquement dans les 2 langues. Eh bien, je vais prendre le patron en anglais parce que c'est beaucoup plus concis, c'est beaucoup plus direct to the point. Ça va directement au but. Voilà, en général, les patrons en anglais sont plus courts d'une page que les patrons en français, parce que la manière de schématiser, de synthétiser l'expression des mailles est plus simple. Donc voilà. Oui, et c'est ça que je voulais dire. Et donc le Killer de Isabelle Kramer, lui, il existe. Ah là, Isabelle Kramer, j'ai toujours le patron ouvert sous le nez. Il existe en espagnol, et en russe, en anglais, en français, en italien, en danois et en allemand. C'est pas mal, hein? Donc voilà, allez-y. Donc Sirius et le Evening Dew. Et alors, j'adore les 2 ensemble. Et pourtant, c'est pas spécialement... c'est porter du vert et du rouge sans faire sapin de Noël, c'est magique, non? Moi, je sais pas si c'est vert, si c'est jaune, si c'est... Mais j'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment chaud. Et alors, c'est plus chaud en étant plus fin. Donc, j'ose pas imaginer la chaleur qu'un fil déca avec cette laine doit donner. Ça doit vraiment être très très chaud. Mais vous le savez, hein, moi j'ai toujours trop chaud. donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix justement de vous proposer d'autres fils fingering? Pour la simple raison, mais comme je l'ai déjà dit souvent, comme j'ai toujours trop chaud, je tricote moi-même très très peu de déca. Et donc c'est difficile pour moi de communiquer, de raconter, voilà. Et puis j'ai la Supernova Deka et la Milky Way Deka, mais quand les gens se rendent compte qu'il faut 5-6 écheveaux pour faire un pull, au niveau du budget ça fait un peu peur, et donc
j'ai du mal à les vendre et je préfère mettre mon budget nouvelle laine dans des choses que vous aimez et des choses que moi je préfère teindre. C'est très 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 égoïste, mais j'y mets plus d'enthousiasme que à juste proposer un produit juste parce que vous avez besoin vous pensez avoir besoin du produit et puis que finalement, enfin voilà. Voilà. Je m'excuse de faire, j'ai l'impression vraiment de jouer à la marchande. C'est pas mon intention, c'est juste, voilà, mon podcast me permet aussi de vous raconter un peu les coulisses de mon business, de mon commerce, de mon univers et de mon quotidien. Je vous montre les couleurs que je vais vous proposer. Alors, je vais ranger Orion. Et je vais vous montrer. Donc, vous connaissez la Garance. J'en ai refait. Alors, Sirius est l'étoile, je pense, c'est la première étoile qu'on voit à la tombée du soir. C'est une étoile qui est très bas dans le ciel et qui est très, 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 très lumineuse. Et je sais, moi, c'est toujours un repère à la tombée du soir. C'est genre où est le nord, où est le sud. Ah, Sirius est là. Et quand j'étais à la maison, le sud est là, Sirius était à cet endroit-là. Je sais où je suis. C'est un peu mon... Voilà, je suis quelqu'un qui a, bizarrement pour une femme, un très bon sens de l'orientation. Et Sirius, c'est un peu mon étoile. Enfin, je sais pas. Oh, ma belle étoile. Pardon. J'avais dit que je pouvais pas chanter. Bon, il pleut déjà en même temps. Donc, voilà pourquoi Sirius, c'est une étoile que je connais depuis que je suis toute petite, que je sais qu'elle est là, que je la vois, qui est un repère. Et alors, Sirius, comme elle est très très lumineuse, et je trouve que cette laine donne une luminosité à la couleur juste absolument époustouflante, je trouvais que ça fonctionnait bien. Donc, Garance, accrochez-vous, hein, parce que moi j'ai du mal à pas tout... En fait, non, j'arrête de vous en parler, je vais tout garder. Oh, et ça sature même pas. Elle est saturée, en fait, elle est saturée naturellement, donc cochonnie. Ben, bien intense, comme vous connaissez ma cochonnie bien intense. Cochonnie un peu plus claire, avec un tout petit peu moins de cochonnie dans le bain. J'arrête? Non, j'arrête pas. Accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous! Boîte campèche. Là, la vraie bonne couleur. Là, voilà. Boîte campèche. Premier bain. Pour celles qui n'aiment pas le jaune, on les reprend. Oui, oui, on les reprend. Donc forcément, les teintures jaunes sur une laine qui est grisée va donner des verts. Et alors, j'ai quand même fait des tons un tout petit peu plus clairs. J'ai fait... Bon, c'est pas... Non, ça c'est aussi un premier bain. Je voulais essayer avec l'arbre à cachou. Vous savez que j'aime beaucoup l'utiliser en mettant un tout petit peu de cochonnie dedans pour faire un vieux rose. Et en fait, là, comme la laine est déjà... Oh là là, excusez-moi. J'ai pas désactivé mes trucs et alors il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer plein de messages. Je suis distraite, j'essaie de ne pas les lire, mais voilà. Donc le cachou donne du coup déjà cet effet un peu vieux rose sur la laine. Voilà. Et alors j'ai fait un bain d'épuisement de Garance aussi par curiosité. Et alors c'est amusant. Parce que on a vraiment le orange de la Garance sur la Orion. Et ici c'est moins vert. Zut, il y en a une qui passe pas, c'est la dernière que je vous montre. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit. Voilà une partie des couleurs de Sirius que vous pourrez découvrir la semaine prochaine à l'Aiguille en Fête. Alors, je suis désolée de parler autant de l'Aiguille en Fête aussi. Forcément, pour moi, c'était une espèce de grosse échéance. Genre, il y a un moment, il faut les sortir, Hélène. Il faut arrêter de continuer à en teindre et à découvrir des nouvelles couleurs et à faire ci, à faire ça. Tes 2 tricots sont terminés depuis un mois. Tu as une chouette gamme de couleurs. Et donc, je me suis dit que me mettre l'échéance Aiguille en Fête n'était pas une mauvaise idée pour finalement avoir un ultimatum à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc pour les personnes qui ne viendront pas à l'Aiguille en Fête, il y en aura sur mon site après, il y en aura à Lyon pour la Nitite, il y en aura au fil de la Manche. Voilà, normalement. Alors c'est une toute petite filature et il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de ne pas pouvoir passer commande parce qu'il n'en avait plus en stock. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je surveille ça de très 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 près. Donc voilà. Sirius, nouvelle base. Voilà. Pour les personnes qui aiment les vraies laines et qui n'ont pas peur d'avoir une laine qui va faire... voilà. Je suis peut-être trop honnête de vous le montrer, mais voilà, je trouve que c'est pas vraiment dramatique non plus, quoi. Mais voilà. Donc, mes projets tricot et mes nouveaux bébés laineux, mes nouvelles laines.
puisque je suis dans les nouveautés et les annonces un peu pour l'aiguille en fait, je vais directement embrayer sur une collaboration. Alors elle en a beaucoup parlé sur son Instagram, donc je me dis que c'est pas grave si je vous en parle déjà. Donc j'ai fait une collaboration avec Christelle Nioul, donc Christelle K, sur Ravelry, sur Instagram. Nous avons fait une collaboration belgo-belge pour l'aiguille en fait, justement. Et donc, elle a fait un superbe design de pull avec de la Milky Way et du Halo, qui est ma base mohair. Et donc, je vais vous insérer une photo maintenant du magnifique pull Loris que Christelle a créé. Moi, j'en ai profité pour retirer toutes mes épaisseurs sur lesquelles j'avais un peu chaud à force d'agiter les bras dans tous les sens et de regarder les messages qu'on m'avait envoyés. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que c'était justement Christelle qui me parlait du pull Loris. Et donc, c'est pour ça que j'ai souri et que j'étais un peu arrêtée dans mon élan parce que j'étais sur le point de parler d'elle. Et puis, boum, elle m'envoie des messages. Elle savait, elle l'a senti. On est à 200 km l'une de l'autre, mais elle l'a senti. 180 km. Oh. Donc voilà, donc je vous ai montré une photo, c'est les photos que Christelle a mises sur son Instagram. Il s'agit donc du pull Loris, qui est un superbe modèle. Enfin, quand elle m'a décrit son envie, ce qu'elle avait envie d'en faire, c'est quand on en a discuté en octobre lors de la Knit Style Story. Je dis, ah, vas-y, fonce, je te fais confiance. Enfin, voilà. Et donc, c'est ce magnifique bande de dentelle en mohair intégrée dans un pull classique, entre guillemets, avec un yoke. En Milky Way, et puis elle est revenue avec des petites touches de mohair et avec une bordure particulière à la Christelle. C'est pas juste des côtes, c'est plus malin. Donc c'est complètement dingue. C'est une très très chouette expérience pour moi aussi de collaborer comme ça. Enfin, j'ai pas une grande expérience de collaboration du début à la fin, c'est très nouveau pour moi et donc j'ai trouvé ça très très passionnant de participer, enfin voilà, et d'avoir les testeuses qui m'envoient des photos de leur choix de couleurs. Enfin voilà, c'est assez chouette. Et donc pour l'aiguille en fait, j'ai préparé des kits parce que pour le pull de Christelle, il faut a priori pour quasi toutes les tailles 3 écheveaux de fingering et un demi-écheveau de mohair. Et donc du coup, j'ai préparé des kits avec ça. Et alors pour les 2 dernières tailles, il faut un 4e écheveau de fingering. Et donc ça, j'ai préparé des réassos, enfin voilà. Et donc je voulais juste vous en parler, vous l'annoncer aussi, parce que pour moi c'est aussi une nouvelle... Enfin, je vous dis, c'est tellement de choses qui se concrétisent là maintenant, c'est bon, on est en mars, on peut en parler. Je suis incapable de tenir un secret, incapable de me taire, et donc c'est super difficile, c'est vraiment une épreuve. Et donc je vais juste vous glisser quelques photos des kits que j'ai prévus pour vous donner un peu des idées, vous donner envie peut-être. J'en ai prévu quelques-uns, donc forcément en boîte campèche comme elle, mais j'avais envie d'aller vers le rose, vers le gris pour faire quelque chose de entre guillemets plus classique. Et alors aussi pour diminuer le budget du pull, j'en ai prévu avec de la laine non teinte en rainbow et en Milky Way pour, voilà, pour que le pull devienne un peu plus abordable, parce que forcément 3 écheveaux de fingering plus un écheveau de mohair, ça monte le budget du pull. Et donc du coup en vous proposant la laine non teinte, il n'y a pas mon travail à facturer entre guillemets, à comptabiliser. Et donc voilà, donc je vous insère maintenant les quelques photos du pull Loris, et j'espère, enfin pas du pull Loris, et en vrai je l'ai même pas encore vu, j'ai pas eu le temps, j'aurais pas eu le temps en fait. On s'est un peu, on a un peu cafouillé Christelle et moi, et donc on était un peu trop juste, et je n'aurais pas eu le temps de faire le test, et donc je ne l'ai pas encore vu, donc j'attends impatiemment jeudi prochain à l'ouverture de la voir. Donc voilà, parce que Christelle sera présente sur mon stand le jeudi 7 mars. Elle vient me tenir compagnie et aussi vous présenter son nouveau bébé laineux. Donc voilà, comme ça vous donne une petite idée de ce que j'ai préparé pour le pull Loris de Christelle Nioul, donc qui sort jeudi prochain au moment du début de l'aiguille en fait. Et donc Christelle sera là aussi. Ben, je viens de le dire. En fait, comme ça fait que je fais le montage au fur et à mesure, donc du coup j'ai l'impression que c'est il y a longtemps que je l'ai dit, mais pour vous ça fait 20 secondes. Et vous avez vu, je m'améliore, hein, j'ai rajouté des bruitages.
J'ai découvert l'option bruitage, je sais pas si j'ai remis à jour iMovie, et donc quand j'étais tombée sur le son des poules, je pouvais pas m'empêcher de commencer la vidéo par le son des poules. Mais alors il y a je voudrais trouver une petite musique quand je mets les patrons, parce que quand il y a un blanc dans un blanc sonore dans un podcast, je trouve ça un peu bizarre. Et donc à chaque fois, je voulais trouver une espèce de petit intermède, un petit scintillement, un petit machin. J'ai pas trouvé, il y a que des trucs super rigolos, grincement de porte, mystère, trucs qui tombent, décollement d'avion, enfin, voilà, que des trucs un peu... qu'il y avait bruit d'eau dans une grotte, hurlements, foule d'enfants. Donc voilà, oui, j'ai essayé de trouver des trucs un peu neutres pour juste ne pas avoir de creux sonore dans la vidéo. J'espère que ça va. Et alors, je vais donc, comme je fais le montage au fur et à mesure, je sais qu'on en est à 1h05. Et du coup, je crois que je vais continuer à vous montrer la couture. Comme ça, je reste dans mes bonnes habitudes de podcast un peu long. Et alors, si vous tenez jusque tout au bout, alors je vous montre encore une toute petite surprise, une toute petite nouveauté. Mais on passe à la couture, ça vous dit? Alors, la couture, vous êtes en train de me dire, mais elle est complètement folle, elle arrive à coudre, mais comme je vous le disais, après 6 heures de teinture, en général j'ai besoin d'un petit break, et oui, je pourrais tricoter, mais non, je préfère coudre, j'avais envie de rafraîchir ma garde-robe. Et donc, en général, je fais sur une semaine, je fais un vêtement à peu près, ou alors je me fais une orgie, je coupe plein de tissus, et puis je coupe, et puis j'assemble. Je triche aussi, c'est que j'ai refait que des vêtements pour lesquels j'avais déjà coupé les patrons, donc je gagne cette étape-là. En le faisant, il y en a même où les tissus étaient déjà coupés depuis un moment, et alors je me rends compte que couture, faut préparer les patrons, mais je faut préparer les vêtements. Il y a de la couleur, plein de couleurs. Parce que on pourrait croire que j'ai mis le même chemisier que l'épisode précédent, mais pas du tout. C'est le même tissu, broderie anglaise noire, signée, voilà, plein de poils de Gotland de mon pull Soyokaz. Comme ça, vous voyez vraiment bien le boxon qu'il y a ici à gauche dans l'atelier. Donc, broderie anglaise. J'avais acheté un coupon de 3 mètres au coupon de Saint-Pierre. Et donc, je sais que dans un coupon de 3 mètres, a priori, je peux faire 2 chemisiers. Donc, je vous avais présenté la semaine passée, il y a 2 semaines, une tunique japonaise. Et alors là, j'ai refait simplement, mais elle était déjà coupée, une blouse en vol. L'atelier Scamit que vous commencez à avoir déjà vu quelques fois par ici. Je pense que c'est ma 5e ou ma 6e. C'est vraiment un patron pour moi incontournable. En fonction du tissu qui me reste, je la fais comme le patron ou plus longue. Et là, elle est pile la même longueur que le patron originel. C'est-à-dire qu'elle m'arrive au niveau des poches du jeans. Voilà. Pour que moi ça m'aille mieux, je rajoute normalement 5 cm. J'ai fait la version manche longue, puisque chemisier noir, je vais plutôt porter ça maintenant qu'en été ou quoi, où j'ai plus tendance à mettre des couleurs plus claires. C'est rare que je porte du noir dans l'absolu, mais bon, une fois de temps en temps, voilà, vu tous les pulls et gilets colorés que j'ai, être habillé tout en noir et pouvoir mettre un pull bien punchy comme je vous montre, parce que vous ne savez pas qu'il est juste là, genre mon Evening Dew à la Garance, il est mieux mis en valeur, je trouve, sur un ensemble noir. Je n'ai rien, bah voilà, il est en taille 44. A priori, pour les hauts du commerce, je fais entre du 44 et 46, mais mes épaules sont en taille 44 et ma poitrine est 48. Mais comme c'est un modèle ample, tout va bien. Et alors, je triche pour les boutonnières, je n'en fais pas. Et c'est un chemisier, donc le décolleté est échancré sans être indécent. Et donc du coup, je n'ai pas besoin d'ouvrir les boutons pour l'enlever. Et donc je couds directement les boutons mais je laisse c'est ouvert normalement. Donc je fixe pas les 2 pattes de boutonnage ensemble, mais c'est les boutons tiennent les 2 pattes de boutonnage ensemble. Et alors ici, c'est juste des boutons de mon stock. Voilà, qui sont mi-gris, mi-noir, et que je m'en suis rendu compte qu'en cousant le 3e, qu'il y avait un sens, et donc il n'y en a pas 2 dans le même sens. Et de nouveau, Nathalie n'a pas d'effet, parce qu'en vrai, il y a qui voit ça? Qui vient regarder que ton bouton qui sur ton nombril, il n'est pas le même que ton bouton qui est juste en haut de ton décolleté? Personne ne voit ça, hein, si? Bon, maintenant que je vous l'ai dit, vous allez venir voir. Elle a mal mis ses boutons. Donc voilà, donc une blouse en vol pour changer, atelier Scamit, le patron,
Vous savez tout bien que j'en pense et le bonheur que j'ai apporté. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le patron qui a été dessiné pour ma morphologie, alors que la créatrice d'Atelier Escamide n'a pas du tout la même morphologie que moi, mais il me convient vraiment bien. Je me demande en fait si c'est pas carrément le genre de chemisier qui convient à tout le monde. C'est pas le chemisier super chic, c'est un chemisier un peu ample, mais voilà, moi j'aime porter des chemisiers et donc celui-là me convient très très bien. Et donc dans mon élan blouse en vol, j'en ai fait une deuxième. Ce tissu, je l'ai acheté exprès pour à la fin de l'été passé. Je ne sais plus où, parce que comme d'habitude, je ne retiens pas d'où viennent mes tissus. Ça sature complètement. C'est un, je vous l'ai montré de près, c'est un voile de coton avec un plumetis rouge. Je l'ai faite manche courte et celle-là, je l'ai allongée de 10 cm. Pas de 10 cm, 5 cm pour qu'elle me tombe un peu plus longue. Et j'en suis vraiment fan, elle est légère, elle est super chouette, elle est super lumineuse. En vrai, la couleur du tissu et la couleur du cintre sont exactement les mêmes. Alors bizarrement, le cintre ne sature pas, mais le tissu, oui. Ça doit être lié à la texture de la matière. Pour le reste, rien de spécial. J'ai fait la même triche. Mes boutons sont directement... passe directement à travers les deux bandes de boutonnage. Je mets toujours les boutons au même endroit, hein. J'en ai fait tellement que je sais où tombe bien le premier bouton. Je mets 10 cm entre chaque bouton et voilà. Je pique les boutons à la machine. J'ai un pied spécial pour les boutons qui est là. J'ai un pied spécial pour les boutons qui est comme ceci. Voilà, vous le voyez bien, je pense. Donc ça, c'est une partie en caoutchouc qui ne glisse pas, donc qui fait que le tissu ne va pas bouger, ça tient bien le tissu. Et alors, ça coud de part et d'autre de cette petite tige, qui fait que, du coup, le bouton n'est pas serré sur le tissu, n'est pas collé au tissu. Donc ça lui laisse une toute petite marge du millimètre de l'épaisseur de la tige au bouton pour se déplacer et pour rentrer plus facilement dans une boutonnière quand on en fait une. Et voilà. Ça donne des coutures de boutons qui ne sont pas spécialement... nickel. Au moment où on la termine, ça paraît trop large pour le vêtement, mais en vrai, une fois que le tissu est porté, ça s'ajuste et ça se met bien. Je sais pas comment expliquer. Ça paraît trop large au moment où on le fait, et puis en fait, le fait de le porter, de le glisser dans une boutonnière, ça se réajuste et le bouton a l'air parfaitement bien posé. Donc voilà. Je sais que sur Instagram, j'avais posé la question. J'hésitais entre des tissus, des boutons, je ne sais plus quoi, mes gros boutons rouges et j'avais des petits boutons rouges. Vous étiez genre 80 ou 90% à voter pour les gros rouges. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé un message en me disant des petits rouges, des petits rouges. Je trouvais que ils avaient l'air tout perdus en fait au milieu du chemisier. Les petits, j'avais des petits de 11 mm et je trouvais ça trop proche par rapport aux plus petits. Donc finalement, c'est quand même les gros qui ont gagné. C'est des boutons de mon stock. Je vous le dis à chaque fois, j'ai récupéré les boutons de ma grand-mère, de mes deux grand-mères, de mon arrière-grand-mère, de ma grande-tante. Donc j'ai, je dirais 2 000 à 3 000 boutons. Alors il y en a très très peu qui vont ensemble. En général, je dois fouiller. Et alors je les ai triés par couleur dans une boîte pour trier les vis. Et donc j'ai tous les bleus, tous les petits bleus, tous les grands bleus, tous les petits noirs, tous les grands noirs. Et donc je prends une cuillère, je vide mon truc et je trie. Et donc voilà, c'est comme ça que je range mes boutons. Alors parfois il m'en manque quand même, genre pour les chemisiers hommes, mais en général je pars du principe qu'avec la quantité hallucinante de boutons que j'ai, il y en a énormément. En fait, j'ai une caisse comme ça, enfin une boîte comme ça en bois, avec toutes des petites boîtes en plastique ou des boîtes de médicaments en métallique ou de cigares récupérées par mon arrière-grande-tante et ma grande-tante. Ou à l'époque, en fait, carrément, quand un vêtement était tellement usé qu'on ne pouvait plus le porter, on récupérait les boutons et alors, ils sont attachés avec juste un fil par série. Donc voilà, j'ai vraiment un choix de boutons assez hallucinant pour ce qui est des vêtements féminins. Donc j'ai tendance à ne pas en acheter. Bon, voilà, les deux blouses, j'en suis super contente. Alors le petit détail, mais je pense que justement comme ça sature, vous n'allez pas le voir. J'ai fait une toute petite broderie avec ma machine sur le col. Ouais, on ne voit rien du tout. Donc, si vous me voyez la porter en vrai, vous le verrez. Vous viendrez voir beaucoup. Mais voilà. Ce que j'aime vraiment bien, hein, je l'ai déjà dit, c'est le côté bien plat du col. Et le patron est nickel, tombe super bien. Enfin voilà, tout tombe parfaitement. Hop, vêtement suivant. Alors voilà, parce que forcément tout est tombé.
Un grand classique de par ici. En vrai, j'en ai fait deux. C'est un chemisier une chemise pour mon homme. Je vous en ai déjà parlé de ce patron. C'est toujours le même que je couds depuis l'époque. Donc c'est du Burda d'avril 2010. C'est un chemisier tout à fait classique qui est proposé en manches longues. Je vous en montre un des deux, pour la simple raison que l'autre, mon homme le porte. Il est en lin bleu extraordinairement beau. En fait, c'est un coupon, des coupons Saint-Pierre qui faisait 3 mètres. Et donc, dans 3 mètres de tissu en laise d'1,40 m, je sais faire 2 chemises pour mon homme, une manche courte et une manche longue. Et donc, ici, vous avez la manche courte que j'ai terminée aussi ce matin. Il me restait les boutons et les boutonnières à faire parce qu'il n'y a pas de bol. Il ouvre ses boutons, ce tordouille, donc je suis obligée de faire des boutonnières. Donc voilà, j'ai rien de plus spécial à dire, c'est vraiment une chemise, la chemise tout à fait classique, coupe droite, sans pli à l'arrière. Mais elle lui va bien, enfin voilà, je sais qu'elle lui va, je sais que ça lui fait plaisir. Et alors je m'étais dit, je sais que l'année passée, je m'étais dit, je ferais une chemise par mois, j'y suis jamais arrivée. En début d'année, je me suis dit, je vais me faire, parce que je sais pas si vous voyez, la moitié des tissus qui sont là sont des tissus pour faire des chemises pour mon homme. En début d'année, je me suis dit, je vais en faire une par semaine. Alors, j'ai coupé directement les deux le même jour, hein, puisque tant qu'à faire, mon tissu était étalé et j'avais mes pièces de patron. Et ça me permettait en plus d'imbriquer au mieux pour doubler. Voilà, j'ai coupé 4 fois le col, 4 fois le pied de colle, 4 fois les parmentures des épaules. Et, et donc être sûr de tomber juste dans mon tissu. Et en fait, j'en ai fait une première semaine de janvier, celle qui porte aujourd'hui, qui est à manches longues, et celle-ci attendait, donc je l'ai faite hier. Et non, hier on était jeudi, donc je l'ai faite mercredi. Et elle attendait ses boutons depuis mercredi. Et elle attendait d'être faite depuis début janvier. Donc j'ai enfin pris le temps. Donc je me dis, en fait, voilà, j'ai fait une en janvier, une en février, donc je vais essayer d'en faire une par mois. Comme j'avais dit l'année passée, mais bon. Maintenant il suffit que je vous l'ai dit pour que je ne, voilà, que je n'en fasse pas. Mais ça me fait vraiment du bien. Enfin, voilà. Alors ma difficulté est de trouver les boutons pour les chemisiers pour hommes. Alors vous voyez ici le chemise, je l'ai fait hier, donc elle n'a pas encore été portée et pas encore été lavée. Et donc mes boutons, en plus là il y a 4 trous, ont l'air un peu brouillons. Mais une fois que ça sera passé 2-3 fois dans la boutonnière, ça va se réajuster et ça sera de nouveau, ça sera mieux le fil sera mieux tendu. Donc voilà. Et donc les boutons pour hommes, j'ai un mal fou à en trouver, et donc j'ai trouvé une sorte de bouton qui me convient bien chez Veritas, qui donc sont ces boutons-ci, qui ne sont ni gris, ni brun, ni beige, ni noir, qui sont et je trouve que du coup ils sont relativement neutres et fonctionnent avec quasi toutes les couleurs de tissu que j'utilise pour lui faire des chemisiers. Donc j'étais chez Veritas près de la maison, il y a un nouveau Veritas qui a ouvert, et donc j'étais, et c'était assez rigolo parce que la vendeuse, donc on discute, ah, vous achetez beaucoup de boutons, bah oui, je prenais quasi tout le tube parce que j'en avais plus, et comme ça je suis sûre d'en avoir assez. Et je dis, oui, j'aime bien faire des chemises pour mon mari, hein, il a de la chance, et puis elle lève la tête, elle fait, oh, mais vous tricotez aussi. Et donc j'avais mon châle Killer autour du cou, je dis, oui, oui, je suis teinturière de laine. Elle fait, oh mon Dieu, mais c'est génial et tout. Et donc en fait, elle travaille à mi-temps chez Veritas pour avoir un salaire, et en fait, le résultat, elle anime des ateliers de tricot, des ateliers de couture. C'était très très chouette, c'était un chouette moment. Bon, après, pas de bol, elle était obligée de travailler parce qu'il y avait son téléphone qui sonnait, qu'il y avait 2 autres clientes, mais donc elle fait aussi des créations de bijoux, et donc on parlait de marchés artisanaux et compagnie. C'était un très chouette moment, une chouette petite rencontre, pas prévue pendant ma petite session. Je fais plein de courses, je fais le tour de tous les magasins où je dois aller, comme ça c'est fait. Alors, cousette suivante, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu ce matin. Il s'agit d'une jupe, d'un patron gratuit de jupe de Ready to Sew. Je vais vous insérer une photo de la jupe originale du patron. La jupe Justine de Ready to Sew est un patron gratuit elle a sorti juste à la fin de l'été, au début de l'été passé, que je gardais dans un coin de ma tête, que j'aime vraiment bien. Alors c'est un modèle génial, qui est super facile, qui est parfaitement abordable pour les débutantes. Si vous voulez vous faire une première jupe, allez-y, foncez. En vrai, c'est 2 rectangles pour le devant, un rectangle pour le dos, les rectangles de la ceinture et les rectangles des poches. C'est un patron PDF qui taille du 32 au 52, donc il y a vraiment une large choix de
de taille. Moi, j'avais complètement flashé sur le patron. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une jupe qui venait d'un burda avec le même principe de grosses pattes de boutonnage devant. Et je sais en fait qu'au début où je cousais, il y a 15 ans, je m'étais déjà fait des jupes comme ça où je mettais soit un zip, soit une grosse patte de boutonnage. J'aime vraiment bien ce genre de jupe un peu évasée, longueur mi-mollet. Enfin voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais un peu regarder comment elle a construit sa jupe. Ça peut devenir un chouette basique. Mon problème, c'est que c'est une jupe forcément qui se porte au-dessus des hanches, avec une ceinture très étroite. Et puis après, on a beaucoup de plis de tissu. Et donc, en fait, ça va très très bien aux personnes fines. Mais moi, j'ai une taille très 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 marquée où je suis vraiment comme ça. Et puis, boum, j'ai mes hanches. Et donc, si je viens mettre des plis à cet endroit-là, ça fait montgolfière. C'est super super vilain. Pour ma morphologie, il vaut mieux que les hanches commencent à mi-hanche. En fait, au niveau du pli de la cuisse. Je sais bien parce que je suis en train de faire des gestes sur ma cuisse, mais en vrai. Donc, si la jupe, en plus, voilà, si la jupe, la ceinture de la jupe est ici, de la Justine, si je viens ici avec des plis, ça va vraiment être vilain. Tandis que si je viens ici avec des plis, je peux avoir une jupe à plis, mais il faut que cette partie ici de la jupe soit plate. Voilà. Et donc, voilà, le patron, je ne l'ai pas imprimé. J'ai téléchargé le patron et j'ai mesuré les pièces via j'ai la version professionnelle des outils de design, donc avec Acrobat, j'ai mesuré les pièces. Donc c'est un patron gratuit. En vrai, je le ferai pas avec un patron payant. Enfin, forcément, j'aurais pas le patron payant. Plutôt que de tout imprimer, puisque ce ne sont que des rectangles, j'ai mesuré les pièces et donc j'ai mis sur un petit papier le dos, il faut telle mesure, le devant, nanana. Donc j'ai mesuré tout ça et puis je me suis dit après, il faut quand même que j'ai une bande plate entre ma ceinture et mes plis. Et donc j'ai fait comme, mais je vous en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. J'ai fait une bande pour le devant et deux demi-bandes pour le dos. Où est le milieu? Voilà. Où est le milieu, la côté? J'ai fait une bande. Est-ce qu'on ça doit se voir? Voilà. Donc j'ai pris la même mesure pour le haut que la largeur de ceinture. Et j'ai mesuré mon tour de hanche 10 cm plus bas. Il y a à peu près 7-8 cm 10 cm de différence. Et donc, en fait, j'ai dessiné juste des trapèzes. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, des trapèzes. Donc, c'est deux lignes parallèles et puis les lignes, elles sont comme ça. J'ai dessiné une pièce trapèze avec le haut, la largeur de la ceinture et le bas, 10 cm de largeur en plus. Donc voilà, donc en fait il y a 5 cm de différence. J'ai fait ça pour le dos et j'ai fait deux comme ça pour le devant, de la même largeur que les pièces de ceinture. Et donc je suis venue faire mes plis dans les panneaux de jupe à cet endroit-là. J'ai assemblé ma bande de hanches sur ma jupe. Comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, je vous parle de la construction, je vous avais même pas montré la jupe, et en plus, comme j'ai fait les photos pour Instagram ce matin, j'ai pas refermé les boutons. J'ai fait la bande, donc j'ai fait la... Et puis, par-dessus ça, je suis venue... Pardon, je vous montre la bête. Je vais reprendre dans le bon sens. Donc, on a les deux panneaux, on vient d'abord faire des poches, il y a des poches énormes, avec un joli rabat. Donc on vient mettre les poches sur les deux devants et normalement on assemble les devants, le dos et puis on a deux rectangles supplémentaires qui sont les pattes de boutonnage qui reprennent toute la hauteur de la jupe et puis par-dessus ça on vient coudre la ceinture et donc moi ma patte de boutonnage forcément elle reprend mes deux panneaux pour les hanches. Et puis, je suis venue par-dessus ça mettre la ceinture. Ce que j'ai fait juste, puisque de toute manière, ça allait se voir, c'est que j'ai fait cette petite broderie avec la machine pour un peu casser les couches. En fait, je trouvais que ça... la jupe telle qu'elle avait l'air fort massive et en fait je suis venue rajouter cette petite bande de broderie toute simple
juste pour briser un peu briser la ligne. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Et alors, j'ai choisi des boutons de nouveau du stock de ma grand-mère et qui, comme ils sont blancs, vous n'allez pas les voir. C'est des boutons en nacre, des vrais boutons en nacre de 2 cm de diamètre qui sont tellement vieux qu'ils étaient jaunes. Jaunes vraiment moches. Et en fait, je les ai utilisés à l'envers avec la partie nacrée sur le dessus. Et je vais absolument pas réussir à vous les montrer. Voilà. Pareil, cousu à la machine. Et alors, je n'ai fait que les 3 premières boutonnières. Et les autres sont cousus à travers les 2 pattes de boutonnage, puisque ceux-là, je ne vais jamais les ouvrir. Et le dernier bouton est à la hauteur de mes genoux, si je ne me trompe pas. La fille qui ne sait plus. Oui, voilà, c'est ça. Le dernier bouton est juste au-dessus de mes rotules, et après, il n'y a plus de bouton, et la jupe est fendue. Donc voilà, je suis super fan. Ce tissu, je ne sais plus du tout, de nouveau, où je l'ai acheté. Si ça tombe, ça fait 3 ans qu'il est dans mon stock, ou ça fait 3 mois. Je suis vraiment, vraiment désolée. C'est une popeline de coton absolument parfaite. Ce bleu est canon. J'aime bien les petits triangles. Ça change des petits pois, des petites étoiles. Enfin voilà, je le trouve vraiment très, très chouette. En fait, ce tissu et le patron, pour moi, étaient faits pour s'entendre. Ils devaient être faits ensemble. La chose que j'ai faite, je ne sais pas si c'est spécifié ou pas dans le patron, pour la poche. Donc la poche a un rabat arrondi. Alors, c'est pas très joli parce que j'ai surpiqué en blanc, mais je n'avais pas de bleu de cette couleur-là et j'avais pas envie d'aller acheter du fil bleu juste pour faire cette jupe. J'ai sécurisé le haut de ma poche avec un triangle. Donc en fait, je démarre de là, je couds comme ça, et puis je fais le tour de ma poche. C'est ce que je fais, mais je ne peux pas le montrer sur la chemise homme. Oui, ça se devine. Pour toutes les chemises, les poches des chemises de mon homme, ça sécurise la poche beaucoup mieux que d'avoir juste une ligne qui vient plaquer la poche sur le chemisier. Petit truc, voilà. Vous connaissez probablement si vous êtes couturière confirmée, mais je me dis pour les débutantes, voilà. Mais donc, si vous êtes débutante en couture et que vous avez envie de vous faire une petite jupe pas casse-tête, après, vous choisissez la longueur. Vous pouvez l'imaginer, la faire sans les poches, ou remonter les poches un peu, la faire courte, mi-cuisse, si votre corps vous le permet, de la faire juste au-dessus des genoux, juste en dessous des genoux. Vous pouvez imaginer la faire jusqu'au sol. Cette jupe est super, super versatile. C'est pas dit que je n'en ferai pas d'autres, mais personnellement, en gardant cette bande en plus, pour couturière confirmée, c'est 1 heure de boulot. Patron coupé et compagnie, j'ai juste triplé, donc thermocollé de la vaseline sur la couture, sur la ceinture et sur la patte de boutonnage. Voilà, donc une petite cousette qui fait du bien au moral et que je suis impatiente de pouvoir porter. Et alors le même jour, j'avais coupé les tissus pour un autre chemisier pour moi. Parce qu'ils étaient rangés ensemble et que je trouvais qu'ils allaient trop bien ensemble. Alors, il s'agit d'un chemisier que vous avez déjà vu ici aussi. C'est la blouse Pivoine. Et je ne sais de nouveau plus de qui c'est que c'est pas écrit dessus. Delphine et Morissette, veuillez m'excuser. Donc, c'est la blouse Pivoine de Delphine et Morissette, qui est un chemisier dont j'adore la forme. J'en ai fait un l'été passé en viscose, et alors j'en ai fait un, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai fait un avec les tissus que j'avais imprimés en éco-print, donc en lin tout léger, et je me rends compte que je les porte vraiment beaucoup. Bon, alors c'est une conception de patron, de modèle où on ne peut faire que version manche courte, mais bon, quand on a un gilet bien chaud, ça se porte tout le temps. Je vous ai déjà dit que le patron, moi personnellement, je trouve qu'il est extrêmement mal rédigé. Après, il renvoie vers des vidéos sur le blog de Delphine et Morissette que je ne suis jamais allée voir. C'est le seul patron Delphine et Morissette que j'ai cousu, donc je ne sais pas si c'est le cas avec d'autres patrons. J'ai aussi celui de la blouse mouchoir, qui est avec un petit col froncé, que je n'ai toujours pas fait, qui fait partie, qui est là dans ma pile de futur, qui va probablement être fait en broderie anglaise blanche pour changer. Voilà, qui me démange fort. Donc je ne sais pas si ça sera mieux écrit. Si vous n'avez jamais fait de chemisier, ne commencez pas par celui-là, ou peut-être allez d'abord voir sur le blog de Delphine et Morissette les tutos vidéo. Je l'ai déjà dit, personnellement, ça m'intéresse pas de devoir coudre devant mon ordinateur. J'ai besoin des explications. Enfin voilà, je préfère des explications burda aux explications qui sont
là-dedans. Je peux pas, voilà. Mais le chemisier, j'en suis folle, la preuve, j'en ai déjà fait 2, j'en ai fait une 3e et je compte en refaire parce que vraiment je l'aime beaucoup. Alors, le tissu, je trouve que ça fait un peu vacances. Ça me fait penser un peu à un tissu hawaïen, comme ça je sais pas comment expliquer. Alors c'est une viscose, toute légère, dont j'avais, donc qui faisait 1 mètre, elle faisait 1 m 40, et j'avais un peu plus d'un mètre, 1 m 50. Oh là là, j'ai fait ça il y a une semaine et je m'en souviens même pas. C'est mon amie Bellis Winter qui m'a envoyé, elle m'avait envoyé un petit colis pour Noël et donc il y avait ce coupon de tissu et donc en fait dès que j'ai ouvert j'ai déballé le papier de soie, oh, une pivoine. Voilà, donc on voit bien la construction du chemisier. C'est un chemisier dont l'empiècement n'est pas doublé. Il y a une pièce empiècement dos et 2 empiècements devant, un col complet, un pied de colle, et alors on a les 2 pièces du devant et la pièce du dos qui finalement sont la même pièce. Donc le dos plié en 2, c'est la même chose que les devants. Et puis alors on a les 2 pattes de boutonnage. Les 2 pattes de boutonnage ne sont pas dans le plan de coupe, elles sont dans un petit tableau, il y a la taille de la patte de boutonnage nécessaire. Moi, ça n'est jamais tombé juste, donc je triche, je coupe, quand je coupe ma bande, je coupe d'office 5 ou 10 cm de tissu en plus pour être sûr d'avoir assez, parce que ça ne correspond pas. Quand j'ai assemblé mon empiècement et mon devant, la patte de boutonnage prévue sur le patron est trop courte de 3 ou 4 cm. Donc je prévois plus de patte de boutonnage, de toute manière c'est juste un rectangle. Et puis après on vient, quand on a fermé les épaules, on vient faire le col, et c'est un col classique, hein, voilà. Il me manquait juste assez de tissu que pour faire mes 2 pieds de colle dans le tissu d'origine. Du coup, vous le voyez, j'ai récupéré la même popeline que pour ma jupe. Les 2 tissus, je vous dis, ils étaient dans la pile de tissus, l'un au-dessus de l'autre, et je trouvais qu'ils fonctionnaient super bien ensemble, puisque c'est le même bleu dans les ginkgo bleus que dans ce tissu-là. Et donc, je les vois bien portés ensemble, même si c'est motif et motif. Personnellement, ça me choque pas, parce que les motifs sont dispersés de manière assez symétrique, et puis qu'il y a ce rappel de touches de bleu. Alors, par contre, du coup, là, j'ai complètement galéré avec mon pied de colle, parce que donc j'ai mis un entoilage très très fin sur les 2 faces du pied de colle. Personnellement, quand on entoile qu'une seule face du pied de colle, je trouve ça ingérable. Sauf que l'entoilage sur la popeline de coton est venu resserrer le tissu, qui fait que du coup mon pied de colle intérieur était plus petit que mon pied de colle extérieur. Donc je devais vraiment, au moment d'assembler les 2 pieds de colle ensemble, je l'ai repassé pour lui redonner de la chaleur, en mouillant fort avec le pchit du fer à repasser, et j'ai tiré dessus au maximum pour que ça tombe bien. J'ai tout épinglé et j'ai vite assemblé les 2 épaisseurs de pied de colle avec le col au milieu. Mais forcément, au moment où ça a refroidi, ça s'est de nouveau remal mis. Ce qui fait que quand je suis venue poser, donc on vient coudre le pied de colle extérieur endroit sur endroit avec le chemisier. Et quand j'ai rabattu mon pied de colle intérieur pour venir le piquer, il avait de nouveau un peu rétréci. Et donc il y avait des endroits où c'était pas complètement net dans ma couture. Et c'est pour ça que j'ai triché. C'était un problème insoluble. Je n'ai plus de tissu bleu, je n'ai plus de tissu vert. Je n'avais plus le choix. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était impossible. Donc du coup, pour masquer le fait qu'il y avait des endroits où c'était pas net, ma couture n'était pas droite et que ça avait bougé, je suis juste venue faire plein d'allers-retours en suivant la forme de l'arrondi du col. Et donc ça fait comme un espèce de petit matelassé au niveau du col, et ce qui fonctionne super bien parce que ça lui donne un peu plus de tenue. Comme la viscose est vraiment très très fluide, avec ce type de col, il a tendance un petit peu à retomber. Et en fait là du coup j'ai un pied de colle suffisamment rigide que pour tenir droit. Donc voilà. Pour le reste, les manches, c'est juste 2 rectangles qu'on vient piquer. Il n'y a pas sur le patron, ou alors je ne l'ai jamais trouvé, l'endroit où commence la manche et où commence le truc. Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand je viens assembler mes côtés, je remesure à chaque fois la largeur de manche. Ok, elle fait autant de centimètres, donc c'est là que s'arrête le côté, et donc je couds à cet endroit-là.
Et puis je viens mettre ma manche sur chaque emmanchure. Et alors juste un petit ourlet. J'avais pas de fil de surjeteuse vert. J'ai surjeté avec du bleu marine, je trouve pas ça choquant. Et alors en bas, donc j'avais tout juste assez de tissu pour faire la taille du chemisier tel que prévu par Delphine et Morissette. Et donc moi ça m'arrive, il m'arrive ici. Le côté m'arrive ici, puisque vous voyez les pans sont arrondis. Donc le truc m'arrive ici. C'est très juste, c'est très bien justement à porter. C'est parfait pour les jupes que je viens porter au-dessus des hanches. Mais donc du coup, pour ne pas perdre 1 centimètre de plus, j'ai juste surjeté le bas de mon tissu et j'ai juste fait un seul plié. J'ai pas fait un double plié pour faire mon ourlet. Je verrai si en portant ça choque ou si on voit fort mon surjet. Et alors je reviendrai faire un bout d'ourlet. Mais je pense que ce n'est pas très grave. Et alors, pareil que pour la chemise, le chemisier en vol. Ah non, si, oui, j'ai fait des boutonnières. Je les ai faites ce matin, je me souviens même plus. Donc voilà, donc j'ai fait des chemisiers, des boutonnières. Et alors, c'est des bêtes boutons pour chemisier blanc. Je me suis pas pris la tête. Je trouve qu'il y a déjà assez d'informations sur le chemisier que pour en rajouter. Et puisque toutes mes surpiqûres sont blanches, les boutons devaient être blancs. Donc voilà, je la trouve vraiment très très chouette. Je l'ai même pas encore portée ni enfilée, donc je le ferai et je ferai quelques photos pour vous les montrer sur Instagram à l'occasion. Alors j'ai eu, sur les 3 que j'ai faites, exactement le même problème. Mon col est beaucoup plus étroit de 2 cm que l'encolure du chemisier. Je l'ai eu parce que en fait du coup j'ai été rechercher les 2 autres pour vérifier et dans les 2 autres cas j'ai fait la même chose. Alors ça ne se fait pas, mais au centre du dos, je suis venue faire un pli plat pour résorber les 2 cm en trop. Et je ne m'explique pas, et cette fois-ci je l'ai noté sur les patrons qu'il faut que j'allonge le col d'1 centimètre de chaque côté pour arriver à ce que ça corresponde. Donc voilà, donc ce chemisier j'ai vraiment beaucoup de, je le dis à chaque fois, beaucoup de contre, mais un énorme pour. Sa forme est absolument parfaite, canon, je l'adore. Donc voilà, on est au bout de la couture, mais c'est pas mal hein, quand même pour quelqu'un qui travaille 12 heures par jour, d'arriver à caser la couture de 5 vêtements en 2 semaines. Il y en a 3 qui étaient déjà coupés, mais ce qui fait quand même pour certains la moitié du travail. Donc voilà. Donc on est au bout de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir trop d'informations mercantiles ou commerçantes. C'est pas mon but. Mon but c'est vraiment de partager avec vous les coulisses de mon travail. C'est un peu difficile toujours de faire la part des choses entre forcément les produits que je vends et les produits que j'ai envie de partager et de vous montrer. J'ai fait encore pour les salons qui vont venir, j'ai fait une quantité astronomique de nouveaux sacs à projet. Ils sont là, tous bien rangés, là-bas derrière, bien rangés. C'est la dernière chose que je dois encore trier pour être prête à partir. Oui, voilà, il n'y a plus qu'à charger la voiture et y aller. Donc ce week-end, j'ai prévu de me reposer, d'arracher les marais d'orties qui commencent à pousser dans mon jardin, parce que s'il y en a encore plus que l'année passée, eh ben, on aura bientôt plus que des orties dans le jardin. Alors ça peut être bien pour la teinture, mais c'est dommage de ne plus avoir de fleurs du tout. J'ai prévu de me reposer, j'ai prévu de dormir et j'ai prévu de tricoter pour être en super forme. Et peut-être si je peux caser un petit chemisier ou 2 en plus, on ne sait jamais. Hein. Comme je pars 5 jours à Paris, il me faut 18 tenues. Vous êtes bien d'accord? On est toutes les mêmes. Et puis finalement, je vais foutre le même jeans pendant 4 jours parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon, hein, voilà, on va pas changer qui on est. J'espère que on se verra en vrai. N'hésitez pas à venir papoter, venir me faire un coucou. Il y en a plusieurs personnes qui me disent des messages. J'espère que j'arriverai à atteindre ton stand. Ben ouais, ouais, il n'y a pas de raison, quoi. Il suffit de venir et dire salut, je suis machin. Je suis absolument impatiente de revoir certaines personnes, d'en rencontrer d'autres. Je suis impatiente pour les salons suivants aussi. Tout ce qui est nouveauté sera sur mon site après l'aiguille en fait. Pour moi, c'est plus facile à gérer que de tout photographier, tout mettre en ligne et puis bloquer la mise en ligne pendant le temps du salon. Enfin voilà, c'est juste une question de logistique. Je peux pas avoir un stock pour le site, un stock pour... Donc les seuls qui n'ont pas l'occasion de venir à l'aiguille en fait, ne vous inquiétez pas, il y aura des nouveautés à mon retour. Je vous tiendrai au courant, a priori via Instagram. Je pense que mon prochain épisode sera juste avant Lyon, donc dans 3-4 semaines.
c'est pas possible autrement, je vais pas tenir sans enregistrer aussi longtemps, même si j'aurais peut-être de nouveau pas grand-chose moins à vous montrer que cette fois-ci. Et ouais, je vais encore terminer une toute petite chose sur l'aiguille, en fait, pour celles et ceux qui auraient tenu jusqu'au bout, parce que j'ai une autre collaboration qui est prévue. Ah ouais, complètement dingue. Et ça, en plus, ça s'est décidé sur un coup de tête, genre super tard. Je me demande si c'est même pas carrément en janvier. Enfin, un truc de fou. Et donc, Marie-Amélie a créé un superbe patron de gilet, absolument dingue, avec ma base Supernova teinte au curcuma. Et donc le patron sortira jeudi prochain aussi. Donc ça va être beaucoup d'annonces pour le même jour. Je ne sais pas si j'arriverai à partager toutes les informations le jour même, mais c'est pour ça que je vous en parle déjà maintenant. Et puis surtout, je viens de voir qu'elle, enfin voilà, on s'est échangé quelques messages pratico-pratiques ce matin sur Instagram. Et donc elle a publié pendant que j'étais en train d'enregistrer la photo un aperçu du patron. Et donc je me dis que je vais vous glisser ici l'aperçu que Marie-Amélie a publié sur Instagram, donc juste pour vous titiller et vous donner encore plus envie de venir nous faire un coucou. Marie-Amélie sera pas spécialement beaucoup présente cette fois-ci, malheureusement, parce qu'elle n'a pas pu s'organiser pour être là longtemps, mais elle va essayer de passer un moment ou un autre aussi sur mon stand. Et donc voilà, donc deux nouvelles sortes de laine, plein de nouveaux sacs à projet, une collaboration avec Christelle, une collaboration avec Marie-Amélie. Je suis plutôt chanceuse comme fille, hein, non? Et je vous dire, j'ai bossé comme une dingue et c'est complètement magique d'être au moment où ça y est, je peux en parler. Donc du coup, j'arrête pas d'en parler. Donc j'arrête de vous saouler et de vous matraquer. Dites-moi si cet épisode était trop d'informations ou pas, si ça vous a intéressé. J'avais prévu plein d'autres choses à vous dire, à vous montrer. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Je vous embrasse très très fort. Merci à tous et à toutes d'être là, de me suivre, de me soutenir, de m'encourager. Et on se voit tout vite en vrai ou virtuellement. Merci pour tout.